Si ton fils est bon en couture, est bon en coiffure, est bon en massage, pourquoi tu vas le pousser à aller faire des longues études? Ils me disent, ouais, tu fais des longues études, j'aurais kiffé et tout. Gars, moi j'ai un pote, les plombiers, gagne mieux que moi. Ça veut dire. On a besoin de mentors. Moi, en tout cas, j'ai 2 mentors. Je le dis partout, parce que c'est pas une honte d'accepter qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, tout le monde veut se former tout seul, alors que des fois, tu peux avoir dans ton entourage une personne qui excelle dans le domaine, mais tu n'oseras pas demander. Comment tu vas? Ça va très bien, toi. Ouais, nickel. Je suis vraiment ravi que tu m'aies accordé du temps aujourd'hui. La première question que j'ai à te poser, qui es-tu? Où as-tu grandi? Je suis Magosa, je suis un Africain, je suis né à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, raison pour laquelle je valorise souvent mon pays. Je suis arrivé en France en 2001. Et après, j'ai fait mon parcours en France, de longues études. Chaptal dans le 8e, le lycée de Jacques Chirac. Ensuite, je suis allé à Sorbonne. J'ai fait Nanterre, Assas et aussi l'UT de Saint-Louis. J'ai grandi dans Paris dans le 8e. J'ai grandi aussi à Boulogne-Billancourt, 92, et après j'ai grandi à Saint-Denis dans le 95. J'ai beaucoup bougé en fait. Ok, donc la banlieue c'est quelque chose que tu connais? Ouais, je connais la banlieue. D'où te vient ce besoin de militer? Ce besoin justement d'être activiste? Comment ça t'est venu? J'ai pas connu le racisme en Afrique. J'ai connu les discriminations en Afrique. C'est venu des actions que j'ai dû voir autour de moi en France. J'ai vu des gens subir des injustices alors qu'ils sont nés ici et moi ça me révolte. Je prends toujours l'exemple de mon prof d'histoire que je conterai toujours au lycée parce que quand il me racontait l'histoire de l'Afrique, je lui disais que non, non, non. Et après j'ai vu aussi une fois ma cousine se faire insulter de sale noire. Sa réaction en fait m'avait déjà donné envie de militer en fait. Parce qu'elle a fait du droit en fait. Elle a bien réagi face à ce raciste-là. Et après, c'est des événements marquants de ma jeunesse qui m'ont poussé à militer en fait. Après, il y a des rencontres. J'ai rencontré aussi un ancien qui était à Châtelet, qui avait une boutique qui s'appelait Solène Brothers, avec qui je discutais beaucoup, qui m'a dit quelque chose d'important. Il m'avait dit de créer sa bibliothèque noire. À partir de ce moment-là, il m'a redirigé vers le premier auteur noir que j'ai dû lire, c'était Marcus Garvey. Ensuite, je suis passé à Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, François Fanon, Kwame Nkrumah, la lettre de Lumumba, sa femme. Mais il m'a vraiment transmis. Après, c'était un ancien de la SAS aussi, donc il avait fait du droit à SAS. Donc c'est des connexions, des rencontres qui font que par la suite, j'ai décidé de militer. Et j'ai commencé à militer depuis 2015. Depuis 2015, t'es vraiment dedans, quoi. Depuis 2015, je suis dedans, mais en 2011, on a milité pour Laurent Gbagbo avec son arrestation, mais vraiment dans le militantisme conscient où je maîtrise un peu les éléments, c'est depuis 2015. Ok. Et c'est quoi être un activiste panafricain? Est-ce qu'il se dit non, je me mélange pas au blanc? Après, le panafricanisme, c'est pas rejeter les autres, c'est juste défendre des valeurs. Donc les valeurs les plus importantes du panafricanisme sont la solidarité, l'entraide, l'unité et promouvoir l'Afrique. Ok. Après, si tu veux une Afrique exclusivement noire, je dirais que tu es utopique. Parce que dans le monde globalisé, on a besoin de tout le monde. Mais le panafricain défend les intérêts d'abord de l'Afrique. Économiquement, on a l'exemple en Europe. Préférence communautaire, faire du business avec l'Allemagne. France, Allemagne, partenaire privilégié. C'est une préférence. Personne ne dit que c'est une discrimination envers les autres. Ils préfèrent les autres. Le panafricain préfère l'Afrique avant les autres. On ne dit pas qu'on veut une Afrique sans les autres. Ils peuvent venir chez nous, mais ils ne vont pas nous marcher dessus chez nous. C'est ça la particularité que beaucoup confondent. C'est pour comme, histoire, ouais, toi, tu es un pro-black. Du coup, un pro-black doit se justifier qu'il est pro-black, non? C'est ça. Une personne qui te dit, moi, je sors qu'avec des blanches, c'est son choix. On va pas dire, pourquoi tu sors qu'avec des blanches? Mais quand un noir va dire, je préfère sortir avec ma soeur noire, pas jamais. Mais ce gars-là, il est raciste. Je suis pas raciste, je préfère les soeurs noires. C'est une préférence. C'est pour ça que je dis que les mots sont importants. Le problème, c'est que le français est complexe. La langue française est très complexe. Chaque mot ne veut pas forcément dire la même chose. C'est pour ça que je dis à chaque fois qu'on utilise un mot, il faut contextualiser le mot. Aujourd'hui, je ne suis pas pour le rejet des Caucasiens. J'estime qu'un panafricain ne rejette pas les autres, mais défend d'abord les intérêts de l'Afrique. Quel est l'intérêt de l'Afrique? C'est la souveraineté des États africains. Stopper avec l'interdépendance France-Afrique, Chine-Afrique, Amérique-Afrique, Russie-Afrique. Le jour où on arrive à faire ça, on aura gagné beaucoup de combats. Parce que
Le panafricanisme a été fondé par des pères fondateurs comme Kwame Nkrumah, Lumumba, Sankara. Ils ne partaient pas en disant on va exclure tous les blancs. Ils partaient en se disant on va avoir l'indépendance de l'Afrique. C'est important de le noter, ça. C'est ça en fait, il n'y a pas d'exclusion. On minimalise le discours en disant oui, le pro-black ne veut pas des blancs. Non. Quand ils font une préférence communautaire, on ne dit pas qu'ils ne veulent pas des noirs. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte du prisme européen. Comme c'est eux la référence, ce qu'ils vont dire est forcément une vérité, non? Chaque Noir doit se poser et essayer de comprendre les mots. Je préfère faire des affaires avec l'Allemagne. Moi, je suis congolais, je dis, c'est une forme de discrimination, pourquoi ils ne veulent pas faire avec nous? Bah, je ne sais pas, parce que chez vous, je prends déjà de force. C'est pour ça que je dis c'est important. L'Union européenne, on dit que c'est bien. Pourquoi l'Union africaine, des États africains, ne veulent pas? Waouh. Ça, déjà, chez Contagiop, on parlait déjà. Dans les fondements économiques et fédéraux de l'Afrique. C'est un livre qu'il a écrit à 60 ans, qui résout tous les problèmes de l'Afrique. Mais quand les Africains veulent s'unir, ils ne veulent pas parce qu'ils savent qu'une fois unis, on sera forcément plus fort. C'est pour ça qu'ils vont te dire, oui, mais les anglophones, les francophones, oui, les Sénégalais et les Maliens ne sont pas pareils. Oui, mais quand un blanc nous voit, il voit la couleur de peau, il ne se demande pas si c'est Sénégalais. Il te dira, mais c'est un noir. On a des dénominateurs communs, mais on essaie toujours de trouver des excuses suite à qui sont liées à notre traumatisme de notre histoire. Oui, d'où cette question de est-ce qu'il y a une communauté noire qui existe ou on peut parler de communauté aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu réponds à celles et ceux qui nous disent oui, mais en réalité, c'est trop complexe de parler de communauté noire? Enfin, la communauté noire, proprement dite, en France, ça n'existe pas. On est des mini-groupes. Ok, factuellement, ok. Factuellement, qui peuvent se réunir pour un événement. Parce que une fois réunis, une fois la victoire obtenue, après on aura « Ah, mais moi je suis sénégalais d'abord ». L'exemple typique de la CAN. Tout le monde revendique son pays d'origine, ou l'origine de ses parents, et après on dit on est tous africains. Une fois que la CAN termine, on repart dans nos divisions internes. Le problème, c'est que nos langues, si on avait une langue unique qui permet à tous les Africains de parler, on aurait déjà résolu le problème. C'est que on peut trouver une langue, mais ça crée des obstacles parce que les Caucasiens, c'est pas leur faute. Hein. C'est pour ça que je dis, on ne va pas toujours dire la faute, c'est les autres. Nous-mêmes, on doit se poser les bonnes questions pour qu'on n'arrive pas à avancer ensemble. Une fois qu'on règle notre problème, on pourra aller mieux. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des traumas qui sont internes à chacun. Un dirigeant africain voudra faire des choses, son voisin va dire non, moi je ne suis pas d'accord. Parce que son voisin, il a des traumatismes qu'il n'a pas encore traités. Si on était tous au même niveau, peut-être qu'on aura une Afrique différente. Mais moi, je ne suis pas sur le fait de dire qu'il faut à tout prix une communauté. En fait, chaque pays vivant en France a ses particularités, mais on doit se dire qu'on a un dénominateur commun face aux autres, c'est notre couleur de peau. C'est ça qui doit déjà nous unir. Aussi simple, hein. C'est simple. En fait. Que tu sois aux États-Unis, en Océanie, si on t'insulte de sale noir, bah, c'est parce qu'ils disent que tu viens d'Afrique. Et ça, c'est des préjugés en fait. Nous, on doit essayer de traiter nos traumatismes pour être unis. Si on traite ça, on sera unis. Et si on est unis, on devient forcément redoutable pour les autres, même si nous, on ne cherche pas la guerre. Mais eux, ils vont nous voir comme une menace. Je voudrais revenir sur les événements d'hier, parce que voilà, ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux notamment, par rapport à ton passage chez Morandini, sur CNews. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, du coup, comment tu t'es retrouvé là-bas déjà, et comment ça se passe quand on passe à la télé chez les Français, ça se passe comment? Il y avait un live sur l'affaire Brasco. Ouais. C'était sur le compte Instagram de Sagalov. Et je me rappelle de ce jour-là, j'étais venu en anonyme. Hein. Après, en vrai, je ne le suivais pas. Mais je savais qu'il faisait des humours, mais je ne suivais pas son compte Instagram. Mac Taylor était venu parler avec Pascal le grand frère et je suivais le live parce que moi, je suis Mac Taylor. Et ensuite, je l'ai vu dans le live et c'est lui qui faisait le live. J'ai dit, il fait des lives maintenant un peu conscients. Donc j'ai dit, ok, on va essayer de suivre. Il a fait un live sur Brasco. Les gens qui me suivent sur Instagram ont commencé à me taguer. Je me rappelle que je commençais à dormir, il était minuit. Donc je viens en live, je rentre, je lance la demande, je vois il prend pas, j'écris en commentaire, il prend pas. Je dis, bon, ok, je vais dormir. Je suis allé dormir après. Il y avait tellement de gens qui me suivaient, qui taguaient Maestro. Après un moment, ils disaient, mais c'est qui ce Maestro que tout le monde veut qu'il passe sur mon live. Et après, il a réussi à me prendre et j'ai échangé. Je lui ai dit que la violence ne sert à rien. Il faut essayer de les battre économiquement et déconstruire nos pensées. Parce que la violence, la justice, elle n'est pas à notre faveur. C'est intéressant ce que tu dis là. Le combat frontal n'est pas la solution selon toi? Moi, j'ai des auteurs qui m'ont quand même inspiré. Malcolm X disait par tous les moyens nécessaires. Okay. Et par tous les moyens nécessaires, ça englobe le fait qu'il y aura des
des gens qui remettent des coups. Moi, je les appelle la mano de obra en espagnol, la main d'œuvre. Après, il y aura des penseurs. Après, il y aura des gens qui seront là pour essayer de militer sur la justice, des avocats, des juristes. Moi, je ne suis pas partisan de la violence, parce que je sais que la violence sera toujours en notre défaveur. Que les lois en place ne sont pas à notre faveur et les politiques ne sont pas à notre faveur. C'est pour ça que je n'ai pas prôné la violence dans son live, alors qu'il y avait Tata Oscar qui prenait la violence, mais j'avais posé la question à Tata Oscar et les femmes qui prenaient la violence. Si ces hommes-là vont répondre par la violence, ils se font arrêter, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez payer les frais de justice? Ils n'ont pas pu répondre. C'est pour ça qu'après là, Sagalov avait dit dans le live, vous m'avez ramené un caviar dans ma page Instagram. Après, j'ai commencé un peu à participer, j'ai participé à d'autres lives qui faisaient sur la Covid. Et c'est par lui, en fait, on lui avait proposé de passer, je pense. Et directement, il a pensé à moi, il m'a envoyé un audio sur Instagram. Et j'étais en train de regarder une vidéo YouTube, j'ai vu son audio, je vais lire après. Après, il m'a appelé en appel vidéo, j'ai dit franchement, on a parlé, il m'a dit il y a ça, est-ce que ça te dirait? J'ai dit, j'ai pas vraiment suivi ce qui se passait sur la LDNA parce que je n'étais pas sur le continent. Donc j'ai essayé de me renseigner. Chaque dissolution aura des impacts sur les actions des Noirs. Qu'on le veuille ou pas, la LDNA a fait des actions que certains Noirs ne pouvaient pas faire à l'époque. C'est vrai qu'il y a la brigade anti-négrophobie. Après, ils sont plus dans la négrophobie. C'est vrai que je dis qu'il faut distinguer. Aujourd'hui, on dit que la LDNA défend le racisme et la négrophobie. Moi, je sais que pour la négrophobie en France, c'est la brigade anti-négrophobie de Franco. Okay. Du coup, j'ai dit à Saga, pas de souci, passe mon numéro au journaliste, il me contacte et on fera le point. Il m'a appelé, après, on a peaufiné l'interview. Mais après, j'ai senti un peu que c'était un traquenard parce que quand il m'envoie la liste des personnes qui vont participer, il y avait Rassemblement National, En Marche, la droite, la France Insoumise. J'ai très vite compris que j'allais être seul à défendre la LDNA en fait. J'ai dit, bon, c'est pas grave, on va essayer d'aller quand même. T'es quand même resté relativement calme hein, quand on voit les images. J'ai un tempérament très calme. Après ça, c'est les arts martiaux, je pense. Parce que j'ai fait du taekwondo et judo depuis que j'ai 9 ans. Ok. Et je suis ceinture noire, deuxième dan en taekwondo et ceinture marron en judo. Ok. Et après, c'est pour ça que je dis que c'est l'accumulation d'arts martiaux qui font que je suis très calme. Un ami m'avait dit, c'est une opportunité, c'est une news. Tu as toujours dit que le jour où tu passeras à la télé, tu vas leur clouer le bec. J'ai dit, il m'a dit, t'es sûr, t'as pas peur, c'est news le matin. J'ai regardé la liste des personnes qui allaient partir. Et j'ai dit à mon ami, il n'y a plus d'homme politique français qui peut me mettre en difficulté actuellement, il n'y en a pas. L'époque de Sarkozy, il n'y a plus de Sarkozy, il n'y a plus de Dominique Strauss-Kahn. Donc là, la nouvelle génération, je trouve que, pas de bol, la plupart on a étudié ensemble, tu vois, les plus jeunes. Donc je me dis, il n'y a pas de crainte à avoir. J'ai discuté avec ma femme, elle m'a dit, non, le sujet, c'est le sujet que tu maîtrises. Donc on va juste faire un petit coaching, pas de lunettes. Parce qu'elle m'a dit, ouais, c'est pas grave, pas de lunettes. Ouais. J'ai dit, c'est pas grave, j'ai déjà fait des débats sans lunettes, donc j'ai retiré. Après, ils m'ont dit, tu viens à Paris. J'ai dit, je vais venir à Paris. J'ai dit, je prends mes frères. Après, un pote, il m'a dit, jamais de la vie, ils ont besoin de toi, tu prends pas tes frais. Ouais, qui paye ton billet de train, après tu viens. J'ai demandé, c'était prêt à payer, mais après, à la fin, ils ont dû rajouter un autre candidat. Et avec le Covid, 5 sur le plateau, il m'a dit, est-ce que tu te sens capable de le faire sur Skype? J'ai dit, Skype, peu importe le moyen. T'as l'habitude, t'es sur Instagram en live H24. Mais je pense qu'eux, ils ne le savent pas, en fait. C'est pour ça qu'ils se sont dit, c'est peut-être un noir qu'on va pouvoir... cuisiner et ridiculiser peut-être. Après, je pense que le journaliste avec qui j'ai changé, en fonction de mes échanges, je pense que lui, il a dû se dire, il est trop sûr, prêt à venir, c'est que peut-être il est sûr de maîtriser le sujet. Ça s'est fait comme ça. Après, je vais passer à 10h55. Mais comme je t'ai dit après, ils m'ont appelé à 30. Du coup, c'était pas prêt. Bon, tu rentres mon pagaille. Quand il m'a appelé, je suis rentré, j'étais prêt. Après, ça s'est lancé. En fait. Ok, nickel. Et c'est vraiment grâce à Sagalov. Ok, donc gros big up à Sagalov si tu vois cette interview. Par rapport à ça, il y a une question que tu as posée qui était très intéressante et je pense qu'il faut la mettre en lumière. C'est qu'est-ce que le racisme? Moi, je te pose la question aujourd'hui, Magosa. Est-ce qu'un noir peut être raciste envers d'autres personnes? En fait, un noir ne peut pas être raciste envers d'autres personnes parce que dans l'histoire, le racisme est lié à la notion de pouvoir. Pouvoir, et ça touche le collectif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de racisme, c'est des auteurs français qui se sont assis, ils se sont dit, on va conceptualiser le fait que le noir est inférieur à toutes les races. Et c'est ces mêmes personnes qui vont venir dire, il n'y a pas de race.
C'est comme le monsieur du Rassemblement National qui me dit, moi je vois pas de couleur, je vois des humains. C'est un policier, le mec. Je dis pas que tous les policiers sont racistes, mais son discours, il est un peu universaliste. Parce qu'on sait très bien que quand ils font un contrôle de police, il dit monsieur de type nord-africain, de type maghreb, non, de type noir-africain. Noir-africain, c'est qu'on nomme les couleurs. Aujourd'hui, les Noirs doivent se poser des questions précises. Le racisme, stéréotypes, préjugés, discrimination, stigmatisation, xénophobie. Quand tu contextualises tous ces mots-là, chaque contexte, tu comprendras que le racisme ne peut pas émaner d'un noir. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que nous, on a le pouvoir d'empêcher aux Caucasiens d'avoir des appartements ou du travail? On n'a pas. Mais eux, ils ont ce pouvoir. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple qui... Bon, après, il a interrompu puisqu'il trouvait que c'était trop intelligent pour lui et Morandini. L'exemple, c'est... On est dans un collège. Moi, je passe mon temps à insulter un ami qui est roux. Sale roux, sale blanc, sale roux. Bah, lui, il grandit avec ça. Mais quand on arrive sur le marché du travail, quand il va aller postuler, il va trouver du travail. Quand je vais postuler, j'aurai du retard. C'est le racisme systémique. Ça te rattrape, c'est dans la société. Nos actions individuelles ne vont pas impacter le collectif de Caucasiens. Est-ce que nos actions individuelles vont impacter le collectif des Arabes? Je ne pense pas. Mais les Caucasiens ont repris la pensée arabe. C'est pour ça que j'ai réexpliqué. Quand Lilian Thuram dit la pensée blanche, il ne dit pas la pensée des Blancs. C'est une pensée blanche et la pensée arabe. Ce n'est pas la pensée des Arabes. Cette pensée, c'est une idéologie. C'est ça, en fait. Il ne parle pas des individus en eux-mêmes. Il ne parle pas des individus, en fait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où les gens ne font pas l'effort de comprendre. Quand tu dis quelque chose, ils coupent sans réfléchir, ils te répondent avec une autre chose. Pour les Noirs, en fait, il faut qu'on soit précis. Le racisme est lié à la notion de pouvoir et du collectif. Maintenant, pour donner un exemple qui va parler à tout le monde, est-ce qu'il y a eu des bateaux noirs qui sont partis de l'Afrique pour coloniser, venir en Europe, prendre les Européens, les ramener travailler la terre en Afrique? Non. C'est comme croire aux licornes. À partir du moment où tu fais ce raisonnement-là, tu comprends très bien que le racisme ne peut pas exister émanant d'un noir. Mais par contre, un noir peut avoir une insulte ou un comportement raciste. Sale blanc. C'est une insulte à caractère raciste, condamnable par la loi. À partir du moment où tu dis ça, pourquoi après ils vont te rajouter maintenant le racisme anti-blanc? C'est ce que j'essaie d'expliquer à Morandini. Pourquoi le anti? Le anti est juste mis en avant pour dire qu'il peut aussi avoir un racisme anti envers les blancs. Mais dans ce cas-là, pourquoi on ne dit pas racisme envers les blancs? On dit anti-blanc. Le anti, en fait, n'est pas... C'est comme du racisme 2.0. La langue française est complexe. Et quand tu arrives à monter sur un plateau télé où ils sentent que ce noir-là maîtrise leur langue, c'est pour ça que j'ai posé dès le départ de définir c'est quoi le racisme. Parce que tu aies grandi dans le sud de la France, dans l'est de la France, et un mec qui a grandi à Paris, si on définit le racisme, c'est pas pareil parce qu'on n'a pas le même cadre de référence. C'est pour ça que je voulais qu'il définisse le mot. Quand il a refusé, j'ai dit que cet exercice en refusant, si on a autour d'eux qui valide ma définition, on parle de la même chose. Et quand le monsieur du RN a dit, moi je suis d'accord avec votre définition, j'ai dit, bah, si lui il est d'accord, c'est qu'on est tous d'accord. Sinon ils auraient dû me contredire. Bien sûr. Donc il a refusé l'exercice parce qu'il savait que s'il définissait avec ses propres mots, il serait pris au jeu du racisme en fait. Il ne pourra pas dire oui mais le groupe est raciste. Il a refusé l'exercice, après j'ai enchaîné en fait. Ok. Mais le racisme émanant d'un noir n'existe pas. Dernièrement, tu étais en République démocratique du Congo. Tu as aussi fait des passages télé. Tu es quelqu'un qui officie en temps normal sur les réseaux, qui est beaucoup sur les réseaux. Est-ce que tu te vois être sur les plateaux là, plus que sur les réseaux, ou pour l'instant, tu comptes vraiment continuer sur ta lancée de live, etc., pour continuer à déconstruire à ton échelle? Quand je suis parti en Afrique, les plateaux télé en Afrique, j'étais plus à l'aise parce que je pars quand même avec un regard extérieur du pays que certains journalistes qui sont restés dans le pays ne connaissent pas en fait. Ils n'ont pas ce recul. Ils n'ont pas le recul. J'ai tombé sur un intervenant qui me disait oui mais on peut prendre l'exemple de la France comme exemple de résilience. Je dis mais le pass sanitaire ils n'ont pas réussi à l'enlever, même si là ça commence à partir. Mais avec tout ce qu'on a vu avec la Covid, les Français qui sont un peuple de révolutionnaires, avec la Covid ils sont terribles. Il n'y a plus de résilience. En fait, quand tu as ce regard extérieur, tu te sens plus à l'aise. Il y a quand même aussi des codes qui sont... il faut avoir un langage quand même pour ne pas froisser les autorités en place. Et ça, en fait, la plupart des journalistes étaient un peu étonnés que j'ai ce côté-là en me disant mais comment ça se fait qu'il sait que là, il doit dire ça Parce qu'en fait,
J'ai un mentor qui est mon beau-frère qui est déjà au pays, avec qui j'échange beaucoup, qui me donne des conseils. Il a étudié au Canada, donc il connaît un peu la réalité européenne et la réalité africaine. Donc ouais, pour toi, c'est vraiment important de te former en fait, de te former auprès de ceux qui, entre guillemets, qui savent et de ne pas avancer à l'aveugle. Certains Noirs aujourd'hui n'aiment pas demander de l'aide. Moi, quand je ne connais pas, je demande. Une fois, j'ai mis un statut sur mon Facebook sur le pays. Un de mes grands cousins qui est au pays, avec qui ça faisait X temps, on n'avait pas parlé, mais m'a envoyé un message sur Facebook, il m'a dit supprime le statut. Je dis pourquoi? Il m'a dit bah t'ambitionneras un jour de revenir au pays. Tu vois. Et ces genres de personnes, c'est des personnes qui te suivent un peu à distance, mais quand tu essayes de déraper, bah, ils te recadrent très vite. Tu vois. On a besoin de mentors. Moi en tout cas j'ai 2 mentors et je le dis partout, parce que c'est pas une honte d'accepter qu'on ne sait pas. Aujourd'hui tout le monde veut se former tout seul, alors que des fois, tu peux avoir dans ton entourage une personne qui excelle dans le domaine, mais tu n'oseras pas demander. Moi, je demande en tout cas. C'est pour ça que je suis plus à l'aise avec les médias, parce que je connais un peu les codes de certains médias. Après, il y a beaucoup de politiquement corrects. Mais quand je décide de ne pas faire du politiquement correct, je vais rester bienveillant, mais je sais que mon message va passer. On apprend jusqu'à la mort, en fait. Celui qui ne veut pas apprendre, bah, il restera inculte. Et moi, j'hésite pas. Même j'ai des petits cousins qui sont plus jeunes que moi. Des fois, quand je sais pas, je lui dis, bah là, tu aurais fait quoi? Et bah, apporte des solutions. Parce que je leur dis, il n'y a pas de tabou. C'est pas le plus grand qui connaît. Hein. Sur une question précise, je peux pas connaître, mais toi, comme tu as déjà revu la question, bah, tu connais. On doit apprendre à demander aux autres. C'est pour ça que je parle de l'importance du carnet d'adresses. On a des amis Instagram ou des amis sur Facebook, mais on ne sait même pas ce qu'ils font dans la vie. Et du coup, tu as peut-être besoin d'un avocat ou d'une kiné. Bah, tu ne sauras pas que la personne avec qui j'échange tout le temps, elle est kiné. Donc tu n'auras pas la possibilité de demander. Alors que les autres communautés le font. J'ai besoin d'un juriste, j'ai un ami juriste, je l'appelle. J'ai besoin d'un comptable, j'appelle mon ami. Mais nous, tu as un pote qui est comptable, qui est juriste, tu ne vas pas l'appeler, tu vas partir à l'extérieur. C'est parce qu'on n'a pas eu ces mécanismes-là et les modèles. Après, aujourd'hui, moi, je demande, en tout cas, quand il faut, je demande. Ça marche, ça marche. Concernant la fondation de Zongo, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Vraiment, comment ça t'est venu justement de créer cette fondation et en quoi ça consiste? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes réalisations? Lors de mon voyage en Afrique en janvier 2021, j'ai échangé avec mon mentor qui me disait bah, ton père était quelqu'un de très important au pays, mais depuis qu'il est décédé, bah, le nom il n'est pas réutilisé. Je dis mais comment je vais réutiliser le nom? Il m'a dit bah, faut essayer de faire prospérer le nom en créant par exemple une association pour essayer de rendre hommage à ton père tous les ans, ou une fondation. Après, on a commencé à parler. Il m'a dit pour faire la fondation, il faut faire ça, ça, ça. Mais il m'a dit il faut essayer de cibler un domaine dans lequel tu vas te retrouver, que tu ne vas pas le faire par contrainte. C'est ça. Il m'a expliqué, il m'a dit de chercher la cible. Le but, la cible, donc j'ai cherché, je me suis dit il y a un problème d'éducation, et un problème de civisme, et un problème de mentalité. Il y avait un cours que nous, on avait à l'école quand on était jeunes au pays, qui s'appelait éducation civique et morale. Donc je me suis dit, si on essaye, dans ce cours-là, on apprenait les notions, les valeurs les plus importantes du pays. Le salut au drapeau, l'hymne national, les tribus, les ethnies, l'unicité, le fait qu'on ne soit pas dans le tribalisme. J'ai commencé à essayer d'en parler avec ma femme, et après elle m'a dit, bah, pourquoi pas agir dans l'éducation des enfants de moins de 16 ans, sensibiliser à l'éducation civique et morale, et apporter aussi une partie alimentaire dans laquelle on peut mettre distribution ou même se lancer dans l'agriculture. On fait aussi du mentorat et parrainage. Et là, on va essayer de développer aussi un aspect sanitaire avec une sœur qui habite en Belgique et dans le domaine sanitaire. Okay, on essaie vraiment d'englober tout ce qui peut toucher la population directement. Ok, donc c'est vraiment être sur le terrain, quoi. Agir sur le terrain. Le but, c'est moi, je compte retourner m'installer en Afrique. Donc si j'arrive vraiment à installer la fondation, bah, je pourrais faire des grandes choses dans mon pays et faire prospérer le nom de mon père. Qu'est-ce que tu ambitionnes de faire concrètement à l'avenir? Quand j'étais à la fac, mes potes me disaient pourquoi pas faire de la politique en France. Je me sens pas très à l'aise en faisant de la politique en France. Parce que, je sais pas, je me verrais pas défendre mes réalités en fait. Alors que je pense que dans mon pays, je peux essayer d'être efficace. Parce que je ne peux pas changer la RDC, mais je pourrais dire que moi j'ai agi dans un domaine et on a vu des résultats. Je travaille pour la prospérité, pas pour la gloire. La gloire ne m'intéresse pas. Mes parents m'ont appris à aider les autres. C'est pour ça que je suis né dans une famille assez aisée au pays.
quand je rentre dans mon pays, j'ai quand même cette aisance-là de me dire que bah, je peux sauter des tracasseries. Par exemple, le mec qui va m'enquiquiner à l'aéroport, je peux passer un coup de fil, je passe sans même passer par lui. Je tolère pas ça. Et je me dis que dans l'Afrique d'aujourd'hui, quand tu reviens, il faut intégrer les codes actuels pour essayer de déconstruire par la suite. Ceux qui viennent, qui veulent tout déconstruire, bah, souvent ils seront éliminés rapidement. Vaut mieux se faire éliminer plus tard, en ayant fait des choses, que de faire éliminer juste en arrivant. Il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là, justement, qui souhaitent retourner, de la diaspora, qui souhaitent retourner pour que ce soit pour investir, ou ça revient souvent, ou pour faire leur entreprise là-bas, pour aider, justement. Quel conseil, toi, tu donnerais par rapport à celles et ceux qui souhaitent, justement, opérer un retour? Je leur dirais que rentrer en Afrique, c'est pas facile. Moi, j'ai la chance d'être né en Afrique. J'ai encore des amis d'enfance qui, aujourd'hui, sont implantés, ils occupent quand même des postes à responsabilité, donc j'ai gardé aussi un peu de famille. Mais pour une personne qui n'est pas née en Afrique, quand elle décide de partir en Afrique, il faut changer le paradigme. Si tu viens avec ton paradigme européen, tu penseras comme un Européen, mais en Afrique. Du coup, tu viens en colon, en fait. Le but, c'est pas de venir en disant « je connais mieux que les Africains sur place ». Parce que ça aussi, ils vont te le montrer très vite et te le rappeler. Il faut partir plusieurs fois, observer, analyser, étudier le marché, comprendre leur mentalité, voir comment ils se comportent, comment ils fonctionnent. Et une fois que tu estimes que tu as fait tous ces quatre, observer, analyser, étudier, et ensuite comprendre la réalité des personnes locales, tu pourras peut-être te lancer. Mais ceux qui pensent que parce que j'ai mes millions ici, je descends là-bas, je lance un business à apprendre, c'est compliqué. Okay. Parce qu'en fait, moi je parle de double intégration. Il faut se réintégrer en Afrique. Wow. Moi par exemple, quand je rentre au Congo, j'ai eu cette chance de garder mon lingala. Je parle encore un lingala très fort. Et des fois, même s'ils vont me dire ben, ton style vestimentaire prouve que tu viens de l'Europe, mais quand je parlerai avec eux, ils vont me dire oh, bref, peut-être qu'il fait des allers-retours. Ils ont un doute en fait. Il y a des endroits où je peux aller, on va me dire $10, mais si je fais comprendre à la personne que, selon mes souvenirs d'enfance, à cet endroit-là, quand je venais, je payais tant, mais aujourd'hui, par rapport à l'espace temporel, je pense que c'est pas $10. Et du coup, si je lui dis ça en français, il va dire à lui, c'est bon, je vais mettre $10. Mais si je lui dis dans la langue locale, il va comprendre que même si j'essaie de le flouer un peu, il connaît les réalités du pays. Oui, parce que c'est une réalité aujourd'hui quand on retourne en Afrique quand même, et qu'on y va avec cette énergie et ce qu'on dégage d'occidental, et ben, on a tendance justement à se faire avoir dans certains domaines. C'est pour ça que je dis qu'il faut la langue, c'est important. Moi, je sais que quand je suis arrivé en France, même jusqu'à aujourd'hui, des fois, je réfléchis en lingala et je la transpose en français. C'est pas facile. Mais quand je suis au pays, je fais pas cet effort. Quand je suis dans des endroits qui nécessitent que je parle français, je parle français. En général, au pays, je parle que lingala. En fait. Et du coup, je suis plus à l'aise. Il y a des endroits... J'ai eu une expérience dans un bar à Kinshasa. Ouais. Où je suis arrivé avec des amis et ma femme. On est rentré, il était 13h. Il n'y avait personne dans le bar. On voulait prendre des boissons, ils nous ont dit il faut prendre du Sky. 13 bouteilles de Sky. J'ai dit mais jamais de la vie, je prends 13 bouteilles à 13h. On vient de rentrer, on a envie de boire. Là où on veut s'asseoir, on ne va pas payer ça. Ouais. Ça part, ma femme, c'est sa soeur, les autres potes commencent à s'embrouiller, tout ça. Et moi je dis au gars en fait en lingala, ramène-moi le gérant. Il me dit oh, c'est moi le gérant. Je dis on va parler tous les deux à côté. On commence à parler, je lui dis que là pour l'instant, on était peut-être 10. Si on prend des softs, on a 2-3 potes qui vont venir, c'est des gros buveurs. Ils vont prendre des bouteilles, ensuite on va faire le chiffre parce qu'on va manger. Je lui dis ça en lingala, mais il était toujours énervé parce qu'il s'était pris la tête avec les femmes. Du coup, il a senti son ego un peu sapé. Alors, du coup, j'ai commencé à parler avec lui en lingala. Je dis franchement, que tu le veuilles ou non, quoi qu'il arrive, je vais m'asseoir là. Mais même si tu cries, tu fais ce que tu veux, moi je vais m'asseoir là et tu sais pas qui je suis en fait. Après, il m'a rappelé un autre gars qui vient, on parle un peu. Le gars dit non, c'est bon, il a bien parlé, on va leur laisser s'asseoir, mais la prochaine fois, c'est pas comme ça. Je dis si tu veux, mais quoi qu'il arrive, moi je suis assis quoi. Je lance un live Instagram, il y a un pote qui est en France qui rentre. Il me dit ah, vous êtes dans le bar de notre pote. Donc je coupe le live. J'appelle le gérant, je dis mais tu peux m'appeler mon pote. Il me dit d'où tu le connais. Je dis là, tu poses des bonnes questions. Et après, il m'a dit ouais, mais il n'est pas là. Je prends le numéro de mon pote, je l'appelle, il vient 1 heure après. Et quand il arrive, il me dit, ah, on nous a bien accueillis. Ils étaient là, ils regardaient. Je dis, ouais, on a été bien accueillis. Et par la suite, quand je vais là-bas, ils me traitent comme un boss. Tu vois. Parce qu'ils se disent, en fait, il a compris notre réalité, mais on ne savait pas qu'il était en fait un local. Ouais.
Mais tout ça, en fait, c'est des choses qui peuvent te pousser à rentrer en Europe. Parce qu'on n'a pas la même perception des choses. Ouais, et tu peux rencontrer certains blocages. Voilà, il y a des moments où il y a des tensions, alors que si tu leur fais comprendre que l'intérêt, c'est de consommer, ou l'intérêt, c'est juste d'accéder à ce service-là, ils vont comprendre. Mais comme il y a des codes, on n'a pas les mêmes réalités, en fait. C'est une question de réalité. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué pour ceux qui veulent rentrer, mais il faut qu'ils fassent plusieurs voyages avant d'entrer. Ok, faire plusieurs voyages, c'est ce qu'on retiendra. Quand on te regarde, Maestro, hein, que ce soit à la télé, en live ou même quand je te vois là, parce qu'on a l'habitude de faire des lives nous sur Instagram, mais là maintenant c'est confirmé, en sentant ton énergie, je sens que tu es une personne qui a beaucoup confiance en toi. Est-ce que tu as des tips ou des conseils à donner ou c'est naturel? D'où te vient cette confiance en soi là? Je pars du principe que la confiance, ça vient dès le bas âge. Moi, je dis toujours que ma mère, elle me disait t'es beau, t'es fort, t'es noir, t'es intelligent. C'est des paroles amélioratives. Quand tu grandis avec, en fait, moi, j'ai pas ce... Je peux voir un gars, je lui dis, ouais, il est stylé, il est frais, il est beau. Mais il y a d'autres gars, ils vont dire, ouais, t'es bizarre, toi. Je dis, en fait, faut reconnaître que la personne dégage quelque chose. C'est normal. Mais ça fait pas de toi que tu perds en estime. L'estime de soi, c'est le moment où tu te mets devant ton miroir à poil et tu te regardes, tu dis, ouais, je suis beau, je suis moche. Mais si toi-même tu te trouves moche, tu vas toujours te dévaloriser. Le problème, c'est qu'on a des modèles qui sont tronqués, c'est pas nos modèles. Moi, il y avait une photo sur les réseaux qui circule d'un mec qui se regarde dans un miroir. Il rêve d'être balèze, mais quand il se voit dans le miroir, il dit qu'il n'est pas balèze. Il a un gros ventre. Et s'il travaille ça, il peut l'avoir. Mais comme il va avoir ce complexe de se dire, il faut que j'ai le corps de ce gars-là, mais il ne sait pas tous les sacrifices que le gars il fait pour avoir ce corps-là. C'est pour ça que je dis que moi, j'ai grandi dans un milieu, en fait, j'avais beaucoup de compliments. Après, j'ai grandi qu'avec des femmes aussi. Hein. Ok. Je suis dernier de ma famille, on n'est que 2 garçons, il y a 3 sœurs. Et j'ai grandi avec mes tantes. Du coup, elles m'ont toujours dit, à chaque fois qu'il y a un problème, tu dois en parler, nous on va t'apporter des solutions. Et c'est pour ça que je dis que l'assurance que j'ai, c'est mes cousines, c'est mes tantes, parce que je me rappelle quand je suis arrivé en France, quand je disais 18, j'avais le 8 à la fin qui partait, tu vois. Et des potes, de là à l'école, tu vois. Ouais, les familles 8 congolaises. C'est ça en fait. Le problème c'est que moi quand ils rigolaient, je leur disais, mais tu rigoles, mais en espagnol j'ai 19, t'as eu 12. Donc tu auras beau rigoler de mon accent, mais t'es nul à l'école. C'est parti de là en fait. Je disais toujours titiller sur des... Parce qu'en fait, quand tu grandis en n'ayant pas d'estime, ça te complexe. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, je sais que j'ai des potes qui me disaient, ouais, puis il est trop arrogant, il est hautain en fait. Je dis, en fait, si tu me connais pas, tu vas dire que je suis hautain. Et ceux qui sont dans mon cercle savent que je suis pas hautain. Mais c'est parce qu'en fait, quand je suis arrivé en France, mes cousines m'ont toujours dit, dans l'école où tu es, tu fais partie des seuls noirs. Pour qu'ils t'acceptent, il faudra qu'ils apprennent à te respecter en fait. Du coup, je me rappelle toujours aujourd'hui, je parle un espagnol correct. Mais mon premier contrôle d'espagnol, j'avais eu 4. Et elle donnait les notes de façon croissante. Ouais. Tu vois. La mauvaise partie. Ouais. Très énervant, tu vois. Donc il commence avec toi, lui comme d'habitude. J'ai dit non, c'est mon premier contrôle. Je suis rentré j'habitais chez ma tante à Paris. Je rentre, je lui dis à ma grande cousine, tiens, j'ai eu 4. Elle me dit impossible, tu peux avoir 4 en espagnol, on va travailler. Et j'ai ma cousine qui a 2 ans de moins que moi, mais qui a étudié avec la sœur de la fille qui m'avait battu, qui a eu la meilleure note, tu vois. Et quand j'ai le nom de la fille, elle me dit impossible, je les ai toujours pulvérisés quand j'étais avec eux, du coup on va travailler l'espagnol pour qu'elle soit en dessous de toi. En fait, c'est des motivations. Ouais. Moi je prenais ça à la rigolade. Mes petites cousines m'ont fait des fiches de verbes, ils m'ont tout préparé et j'apprenais. Et quand j'arrivais, j'avais 19, 18. Et cette fille-là, elle avait toujours des 16. Elle dit, mais c'est pas possible, comment il peut passer de 4 à 19? Parce que je me suis dit, en fait, l'objectif, c'était là d'être meilleur que ces personnes-là. Et en grandissant, c'est comme ça, je suis arrivé à l'univ. Des fois, je me levais dans un cours, je dis au prof, ton cours n'est pas bon, il ne me parle pas. Tu vois. Ouais, mais j'aurais des sales notes. Je dis, ben, votre matière ne m'intéresse pas, donc je reviendrai que pour l'examen. Tu vois. Mais c'est toutes ces choses-là que j'ai fait, c'est parce que les Noirs autour de moi, ils avaient souvent peur, en fait. Peur de se montrer, en fait. Parce qu'ils disaient qu'on leur a appris, quand ils grandissaient, on leur a pas appris de se mettre en avant, en fait. Il y avait des situations où je disais, non, excusez-moi, monsieur, mais je pense que là, vous avez tort. Il y avait des potes qui disaient, mais t'es sûr de toi, ce que tu fais? Le prof, il va. Je dis, non, s'il a tort, il a tort. C'est pour ça que je dis, c'était... Moi, j'ai des potes à moi aujourd'hui avec qui je traîne de Paris. Quand ils parlent de moi, ils disent, mais des fois, il y a des choses qu'ils faisaient à la fac, on se dit, c'est impossible, mais ils le faisaient, tout. Et aujourd'hui, ils comprennent pourquoi je faisais ça. Parce que je leur disais, s'il n'y a pas de modèle qui le fait,
c'est compliqué en fait. Quand je suis passé de la Sorbonne à Nanterre, j'avais un contrôle de droit où la prof m'avait mis 14 sur 20. 14, c'était une des meilleures notes. Ouais. J'ai dit à la prof, mais non, venant de Sorbonne, je peux pas avoir 14. J'ai jamais dit que j'étais à la Sorbonne. Et quand je lui dis ça, elle me dit, mais alors à Sorbonne, vous avez combien? J'ai dit, j'avais minimum 16-15. 14, c'est impossible, étant donné que Sorbonne, c'est au-dessus de Nanterre. Elle m'avait dit, en fait, 14, c'est la contrainte. Et ça, c'est un langage qu'on avait à la Sorbonne. Et du coup, j'ai répondu, mais moi, je peux résoudre la contrainte. Elle m'a dit, si je regarde votre copie, c'est possible, mais je ne peux pas aller au-delà. J'ai dit, ouais, ça, c'est votre limite. Mais moi, je peux aller au-delà. Elle me dit, si tu vas aller au-delà, tu changes de prof. Mais comme tu aimes bien mes cours, tu vas forcément rester parce que tu n'auras pas un autre prof comme moi. Après, les autres élèves sont sortis. Elle m'a dit, mais en fait, avec moi, même si tu fais ce que tu veux, tu auras toujours 14. Mais estime-toi que quand tu as 14, tu as la meilleure note. C'était son baromètre, en fait. C'est cru, ça, quand même, les profs. Wow. Okay. Moi, j'ai un pote qui est parti de Sorbonne à Nanterre, puisqu'à Sorbonne, il avait toujours 10 en droit. Quand il arrive à Nanterre, il avait les 14. Et après, c'est en observant le système, tu comprends qu'il y a des profs qui ont des baromètres. Donc ça, c'est une réalité, hein. C'est pas utopique, c'est les profs, vraiment, C'est une réalité. C'est pour ça que je dis que moi, aujourd'hui, je sais que j'étais un rebelle, j'avais un cours de méthodologie qui ne m'intéressait pas. J'ai dit à la prof, j'ai fait un contrôle, j'ai eu 20 dans votre matière. Le deuxième contrôle, je ne le fais pas, vous faites 20 plus 0, vous divisez par 2, et après vous mettez une note. Elle m'a dit, bah, vous sortez de mon cours, c'est ce que je vais vous mettre. Et ça, c'était à Nanterre. Et quand je suis sorti du cours, je me suis rappelé qu'à la Sorbonne, quand tu froisses un prof, tu peux envoyer un mail d'excuses. Et si tu fais ça, on t'appelle le suceur. Alors que ça veut rien dire, tu vois. Du coup, j'ai fait un long mail, j'ai envoyé à d'autres potes. Je suis revenu 2-3 jours après à son cours. Elle m'a dit, ouais, pour vous, Magosa, c'est réglé. J'ai dit, comment ça, c'est réglé? Je regarde en moyenne, j'ai 14 de moyenne. Comment tu vas avoir 20 plus 0, avoir 14? C'est pour dire, en fait, que tout ça, c'est des billes que les étudiants, ils ont pas, en fait. À l'université, tu ne peux pas froisser un prof. Impossible. Mais, quand le prof sait que l'étudiant est bon, et qu'il est poli, il est bienveillant, il va te respecter. C'est pour ça que je dis que c'est des choses que nous, on n'avait pas pris comme référence, on n'avait pas les modèles avant nous. Moi, quand je parle à mes psys qui sont à la fac, je leur donne des conseils. Je dis, ce prof-là, je l'ai eu à l'époque, il est un peu relou. Donc si tu veux quitter à la bonne, il faut essayer d'aller des fois dans son sens. Mais quand tu vas le faire, tes potes, ils vont souvent te stigmatiser en disant, ah lui, il fait de la lèche. Et quand tu auras tes diplômes, bah, ils auront peut-être des galères. C'est ça, en fait, l'objectif, j'ai bien l'impression que c'est le diplôme, finalement. Même si, voilà, entre guillemets, on passe au-delà de nos principes sur le moment. L'objectif, c'est d'avoir un diplôme pour justement être indépendant dans ce système. Ouais, c'est pour le système. Après, moi, j'ai eu un prof burkinabé à Nanterre, un prof de micro. Au départ, il me prenait pour un fouteur de merde. Tu vois. Mais après, j'étais souvent au fond de la classe. J'étais avec un pote ivoirien, lui, il était un peu en galère, il ne se sentait pas à l'aise dans les cours, tu vois. Mais quand il voyait mes devoirs, il disait, comment tu les as déjà fait à la maison? Je dis, les micros, les maths, c'est facile pour moi, c'est vite fait. Et mon prof burkinabé me dit un jour, pourquoi vous parlez à mon cours? Vous faites rien à mon cours. J'ai dit au prof, excusez-moi s'il vous plaît monsieur, mais depuis tout à l'heure je fais rien parce que votre exercice, je pense qu'il est faux. Mon pote, s'il me pense, il me dit, malade, toi, il va nous ridiculiser. Je dis, monsieur, regardez ma copie. Il regarde. Il me dit, c'est où? Alors, j'ai dit, vous avez dérivé trop vite. Du coup, tout l'exercice est faux. Mais je pense, je ne suis pas sûr. Il m'a dit, allez au tableau, faites-le. J'ai dit, vous êtes vraiment sûr? J'aime pas aller au tableau. Il m'a dit, mais comme vous avez fait une remarque pertinente, allez au tableau. Je suis au tableau, je fais l'exercice. Il me dit, ouais, effectivement, je suis allé vite. Mais heureusement qu'il a corrigé. J'ai dit, non, monsieur, vous n'êtes pas allé vite. Vous avez tellement fait des cours avant nous que vous êtes un peu fatigué. À la fin du cours, il me dit, pourquoi vous m'avez respecté? Vous êtes comme un grand frère. Et moi, ça me fait plaisir d'avoir des profs noirs. Même si j'avais raison, mais j'utilise la politesse pour dire, vous restez le prof. Parce que si je dis le prof est nul devant tous les étudiants, ben, il perd en crédibilité. Ce prof-là, en fait, on a gardé des liens même jusqu'aujourd'hui, on s'appelle Jean. Parce que j'ai vu arriver en tant que prof, il passait sa maîtrise, il a passé son doctorat, il est devenu prof à Nanterre. Mais il m'a toujours dit le respect que m'a accordé fait que j'avais pas eu ça dans mon parcours scolaire. Parce que les étudiants ils rigolaient de son accent, machin. Moi j'ai dit, en fait, vous êtes prof. Alors si vous êtes devant là, vous avez la capacité de le faire. Mais si un prof, on n'arrive pas à lui dire qu'il s'est trompé, c'est compliqué. Du coup, toute la classe, l'exercice est fou.
Et là, ce que tu dis, excuse-moi, je rebondis, hein, mais par rapport à cette histoire justement d'accent, du fait de se faire accepter dans cette société-là occidentale, alors qu'on a, voilà, on a un profil typé africain, etc., dans son langage ou même dans ses attitudes, c'est quelque chose qui est super intéressant. Ça me fait penser justement à ce livre, à cette référence de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, dans laquelle il explique justement que on a toujours en fait pris le modèle de référence occidentale. Exactement. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça justement, du fait que parfois on est amené à faire certaines fautes de français, à faire certaines fautes justement quand on écrit. Est-ce que toi c'est grave pour toi de faire des fautes de français ou pas dans la prise au sérieux? En fait, c'est pas grave parce que c'est pas notre langue de base. C'est pour ça que j'ai que moi personnellement, j'ai eu ce problème-là, mais je m'en foutais en fait. Parce que je pars du principe que je peux parler comme un blanc. Et ça les énerve en fait. Souvent ils chuchotent. C'est pour réduire l'information. Mais quand ils ont un noir qui parle comme eux, ça les énerve en fait. Moi souvent il y a des noirs qui disent qu'ils ne parlent pas très fort. Parce que j'ai appris à parler doucement. Quand j'habitais dans le 8e, il y avait une voisine un peu chiante à côté. Qui estimait que des noirs ne pouvaient pas habiter dans le 8e, dans un grand appart. Du coup vers 20h, 21h, tu devais chuchoter. C'est pour ça que j'ai des potes qui me disent, quand ils chuchotent, il est relou. Mais j'ai un pote blanc, quand je chuchote, on se comprend. Parce que c'est leur façon de parler, en fait. Incroyable. Mais c'est la réalité, ils parlent souvent en chuchotant. Par exemple, ils vont être là, ils vont dire, tu sais, Hakim, Divine, elle a une contrainte. Je viens de tilter. Et ça, en fait, c'est énervant. Il va te dire, Hakim, t'as une crotte de nez. Ouais. Au lieu de te dire ça, il va te dire, Hakim a une contrainte. Mais en chuchotant. Du coup, tu sais pas si t'es à côté, tu dis, mais ils sont en train de dire quoi, en fait? Wow. En les observant, j'ai compris ça et ça les énerve quand je parle avec eux, en fait. C'est pour ça que je dis que moi, j'ai un responsable, il dit, on a un effet miroir. Parce que, quand mon responsable se foutait de la gueule d'un collègue, je le recadrais, mais en étant poli et bienveillant. Il dit, ouais, j'ai oublié que tu étais là, tu comprends en fait ce que je suis en train de dire. Je lui disais, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, mais lui, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas ton langage. Et le problème, c'est que beaucoup de Noirs ont voulu parler comme eux. C'est pour ça que quand une personne noire parle très bien, tu vois, il parle comme un blanc. Ça veut rien dire. Tu es né en France, tu n'as pas d'accent, tu as lu beaucoup de livres, tu parles très bien, c'est pas comme un blanc. Parce que le blanc est le modèle de référence. Wow. C'est compliqué. Étant donné que le modèle, et c'est factuel, le modèle de référence en Occident, en France, c'est la personne blanche, est-ce que nous, pour être bien dans ce système-là, on doit justement tendre vers ce modèle, dans nos mimiques, dans nos coutumes, dans nos vêtements, dans notre langage? En France, on a l'intégration et souvent on oblige ou on force les Noirs à s'assimiler. Tu veux pas t'assimiler. Moi je suis noir, je suis congolais. Tu vas pas me dire de devenir plus français que congolais, c'est impossible. On a nos particularités, on doit se dire juste que dans chaque pays il y a des codes. Une personne qui a une certaine façon de s'habiller en Afrique, quand tu arrives en France, il y aura des endroits où tu dois essayer d'avoir les codes du pays. C'est pour ça qu'on dit, nous on a un dialecte en lingala qui dit que chaque pays a son boss. Si tu vas dans un autre pays, tu vas pas faire le boss si tu n'es pas le boss là-bas. Donc quand tu arrives, tu vas te dire, ah lui c'est le boss. Donc comme c'est le boss, je vais devoir avoir un comportement face au boss. Mais si maintenant lui il rentre dans ton pays, que c'est toi le boss, bah, tu le fais respecter, il va te respecter chez toi. Et quand tu arrives chez les autres, tu dois essayer de te dire, bah s'il danse à gauche, je danse à gauche. Tu vas pas arriver chez les autres, il danse à gauche, tu danses à droite. Logiquement. Donc on essaie de s'adapter, mais après le noir ne doit pas s'oublier en fait. S'oublier, c'est s'assimiler en fait. C'est celui qui va te dire, bah moi je pense que le racisme n'existe pas. Parce qu'il n'a pas vécu le racisme. C'est fin, excuse-moi de te couper, c'est la finesse, c'est vraiment la frontière entre l'intégration et l'assimilation. Exactement. Tu dois avoir les deux cultures. Par contre, il y a des personnes qui arrivent, par souci de ressembler au modèle de référence, vont s'oublier en fait. Ils vont s'assimiler. Et du coup, quand tu vas lui dire, ben, toi, t'es d'origine africaine. Ah non, moi, je suis français. Je sais que t'es français sur les papiers. Mais quand t'es un Caucasien, te voit, il sait que tu viens d'Afrique. Mais il s'oublie parce que pour lui, il a estimé qu'il s'est vraiment assimilé. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que les épreuves de la vie, la société va te rappeler que tu viens d'Afrique. C'est ça. C'est compliqué en fait. Clairement. On ne doit pas absolument. On doit adopter les codes du pays, mais pas s'assimiler. Moi, je suis contre l'assimilation. Ok, donc toi, c'est clair et net, tu es contre l'assimilation. Je suis contre l'assimilation parce qu'on doit garder nos cultures. Par rapport à tes éventuels futurs enfants, qu'est-ce que ça te ferait si justement ils n'étaient pas aussi engagés que toi, s'ils ne te suivaient pas dans tes convictions d'activisme? Est-ce que tu serais en accord avec ça, ou c'est une crainte, ou pas du tout? Comment tu le verrais?
Après, il n'y a pas de crainte, parce que si je te dis que ma femme, à la base, elle n'est pas très activiste. Mais maintenant, elle s'intéresse. Donc, à l'origine, quand tu as rencontré ta femme, Je ne sais pas du tout. Elle part en Afrique plus pour les vacances. Et là, maintenant, elle est dans une fondation. Elle est cofondatrice de la fondation. Maintenant, elle s'intéresse à l'Afrique, elle s'intéresse à beaucoup de choses. Elle fait des recherches, elle fait des débats sur tous les faits de société. C'est l'intérêt. Il faut intéresser les enfants, mais je ne peux pas obliger mes enfants. Mais après, mes enfants, ils seront en Afrique, dans l'idéal. C'est pour ça que j'ai dit, ils n'auront pas de problème de racisme. Ils auront des discriminations. Plus riches, plus pauvres. Après, j'ai grandi dans une famille aisée, mais mon père a toujours exigé qu'on aille aussi voir le membre de nos familles qui n'avaient pas les moyens, pour qu'on voit les deux réalités. C'est pour ça que quand je parle de mon parcours, hier, il y a un manager de Gloire Grasse. Il a travaillé aussi avec Shiggy Squad. Ouais. Il a repartagé, mais quand il repartage, j'ai dit c'est le 9-3 avec quelque chose à vous dire. Et quand Samba partage, je dis Boulbi a quelque chose à vous dire. Ça fait que j'ai grandi dans le 9-3 et dans Boulogne. Mais les mecs de Paris, j'ai pas dédicacé parce qu'ils avaient déjà partagé en premier. C'est pour dire, en fait, tout le monde s'est retrouvé. Mais en se disant, il a grandi avec des Blancs, des Juifs, des Asiatiques, des Arabes. J'ai pas cette haine envers les autres. Même si j'ai eu des injustices venant de toutes ces communautés-là, mais j'ai pas de haine. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas raciste. Parce qu'on se mélange. Mais si on repart sur les anciennes générations, c'est complexe. Pourquoi qu'il y a aussi des gènes, pour ne pas globaliser, il y a certains qui ont encore des croyances. C'est ça, il y a des bribes, et ça c'est une réalité. C'est ça. Mais après, on ne peut pas tous être pareils, mais je pense qu'il y a encore une petite branche qui sont encore dans des croyances avec l'idéologie de Gobineau, pensant qu'ils sont supérieurs. Moi, dans l'idéal, si mon fils il me dit, bah papa, ton combat il m'intéresse pas, je lui dirais, bah, c'est pas grave, nous on a fait des choses pour que toi tu puisses avoir une vie meilleure. Et je ne vais pas contraindre mon fils à le faire. Mon père m'a pas, même si j'ai pas beaucoup grandi avec lui, il m'a pas contraint. Mais il m'a quand même donné des valeurs qui aujourd'hui, en grandissant, comme mon beau-frère me disait, en fait, tu es sur les chemins de ton père. Je suis allé voir des anciens politiques de mon pays en janvier, ils me disaient, ouais, l'agriculture, tout ça. Quand je dis mon nom, ils me disaient, ton père était déjà dans l'agriculture. Tu es en train de suivre sa voie. Indirectement, des fois, on fait les mêmes choses que les parents. Moi, ma mère était doctoresse. Pendant longtemps, j'ai rêvé de faire la médecine. Après, je me suis dit, c'est trop complexe, trop... J'avais des acquis. J'étais genre de fouteur de merde en cours, mais quand il y a un contrôle, j'ai une bonne note. Parce que je retiens facilement. Qui agace bien les autres. Et ça a énervé les profs aussi. Arrivé à un stage, je me dis, j'ai une fainéantisme, j'aime pas trop travailler. J'ai fait ES, P maths, P espagnol. Il m'a dit, pourquoi tu fais 2 espions? Je dis, parce qu'au cas où, je garde quand même les maths, parce que j'aimais bien les maths. Mais je suis allé en ES parce que j'étais un flemmard. J'avais pas envie d'aller en S. Ça ne m'intéressait pas, ils avaient trop de devoirs. Je dis, c'est pas la peine. Une fois à la fac, pareil, dès qu'il y avait trop de charges de travail, ça me saoulait. Je disais, je fais le minimum, salut. Moi, j'ai un prof, je dis, dans votre matière, je vise le 11. Ça a énervé parce qu'il m'a dit, tu peux avoir 17. Je dis, ça ne m'intéresse pas, je vise le 11 et puis basta. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'avoir un peu d'avance... Moi, je travaillais plus à la maison avec mes cousines. En fait, j'étais en 6e, pendant que j'étais en 3e, ils faisaient travailler les programmes de première pour que j'ai de l'avance. Et du coup, quand j'étais à l'école, je m'ennuyais, je faisais pas grand-chose. Et ça, en fait, venant d'un noir, les profs, ils disaient, mais il est un peu arrogant, il se la... Mais quand il me pose une question, même quand je bavardais, je lui dis, ouais, monsieur, je connais. Quand je réponds, il me dit, ok, d'accord. Du coup, il ne va pas le refaire, parce qu'il dit, même s'il est distrait, il va répondre. Mais en fait, quand on nous disait, demain, la prochaine fois, on va faire ça, je travaillais à l'avance. En fait, on programme. C'est pour ça que mes cousines m'ont programmé parce que je venais d'Afrique. Mais elles avaient déjà la réalité européenne. Elles m'ont programmé, ce qui me permet d'être à l'aise. À l'école, j'étais plutôt un fouteur de merde. Et après, aujourd'hui, quand des potes avec qui j'étais à l'école, ils me disent, purée, mais quand on arrive à la fac, ils nous ont accéléré, je n'ai pas compris. Parce que quand tu arrives à la fac, il y a des choses qui vont t'intéresser, d'autres non. Et quand ça t'intéresse, tu le fais. C'est comme ça. C'est pour ça que je n'étais pas bon en philo. Aujourd'hui, quand je fais les devoirs de philo de mon petit cousin, il me dit, ah, mon prof, il me respecte parce que les rédactions que je sors, il ne comprend pas. C'est moi qui fais en audio. Il m'envoie le texte, je lui fais des audios, il rédige. C'est normal, il va te respecter, mais à l'époque, je n'aimais pas la philo. Attention, faut pas trop lui faire les devoirs. Ouais, mais après, il arrive à avoir les méthodes, tu vois. Ouais. Mais je dis simplement que c'est en grandissant qu'on réalise qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire facilement, tu vois. Moi, je suis plus sur Instagram pour les jeunes, mais c'est pas vraiment pour moi, tu vois. Et pourquoi tu te focalises sur la jeunesse? Tiens. Parce que les adultes, on peut pas les éduquer, en fait.
Les plus jeunes, je peux passer un message. Les plus jeunes, ils peuvent se tromper, se dire, bah, je n'ai pas écouté Magosa, il avait tort. Mais par exemple, sur la vidéo de Morandini, il y a des gens dans un groupe Facebook qui me disent, vas-y, il se la raconte avec ses lunettes, il est grave nul. Et c'est eux qui ont partagé la vidéo, et les gens dans le groupe ils disent, mais comment on le défendait, ils disaient qu'il est nul. Il a dit, non, moi franchement, moi si je devant Morandini, j'aurais déjà commencé à insulter. En fait, c'est pas grave, on n'est pas prophète chez soi. Mais quand on passe par chez les autres, bah chez toi ils vont te valider en fait. Mais les mecs qui m'ont partagé du 9-3, du 9-2, c'est des gars qui avaient déjà cru en moi à l'époque. Il ne faut pas tenir compte des avis des autres. Quand j'ai tort, j'ai tort. Quand j'ai tort, je rappelle à la personne, je dis, bah, excuse-moi, j'avais tort. Ça aussi, j'ai appris à le faire. Mais je dis toujours que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Parce qu'en fait, les jeunes noirs aujourd'hui, quand ils me disent, il y a un petit, il a 18 ans, il m'a dit, franchement, ce que tu as fait chez Morandini, je rêverais de faire ça un jour. J'ai dit, tu peux le faire. Mais tu devras lire, tu devras être à l'aise, tu devras canaliser tes émotions. Et ça se travaille. Parce que là, on me voit sur Insta, je suis très calme. Mes potes, ils savent que en off, des fois, ça peut chauffer. Tu vois. Ah, ok, parce qu'au quotidien. Ah, ok. Mais au quotidien. Est-ce que ça aussi ça m'intrigue et je pense qu'on aimerait tout savoir en tant que militant au quotidien, comment ça se passe avec ton entourage? Est-ce que t'es quelqu'un qui parle toujours d'activisme ou t'es aussi, enfin ça se passe comment? Moi je parle de tout. Je parle de tout, après je suis quelqu'un qui aime bien débattre. Moi mes potes avec qui j'ai étudié, ça fait 17 ans, on est amis. Dans le groupe WhatsApp, ils savent que s'ils mettent un débat, je vais débattre. Mais après, quand je suis avec ma femme, avec d'autres potes, avec la famille, on ne parle pas de ça. C'est plutôt eux qui me parlent de ça. Okay. Par exemple, là, ma soeur m'a appelé, elle m'a dit, ouais, je t'ai vu sur CNews. Je lui ai dit, toi, tu regardes CNews? Elle m'a dit, ouais, mais on m'avait dit que tu allais passer. Mais après, du coup, elle a dit, ouais, mais comment... Elle a commencé à me parler de ça, alors que moi, quand je suis en famille, j'évite de parler de ça. Et j'ai appris à me canaliser, en fait. Après, sur Instagram, je suis comme je suis, mais après, quand on est en off... Tiens, ma femme elle veut mettre une vidéo à la maison pour filmer tout ce que je fais, donc c'est n'importe quoi. Parce qu'on fait des débats tous les deux, des fois quand on n'est pas d'accord, on lance un live. Ah ouais, donc ça part comme ça? Ouais, ça part comme ça. Quand on n'est pas d'accord sur un sujet, elle lance, soit c'est moi qui lance. Ok. Je ne veux pas forcer mes gosses ils feront ce qu'ils veulent. Mais après, je pense que si on est en Afrique, ils n'auront pas le racisme. Mais si on est ici, par contre, faudra que je les prépare quand même en leur disant que la société elle sera dure. C'est important de ne pas se mentir quant à la réalité des choses. Ça me fait penser un peu aux bavures policières. Quand les banlieusards en fait, se font contrôler, si dans ta tête tu te dis que tu ne vas pas te faire contrôler, quand tu vas te faire contrôler 3 fois en une semaine, tu vas craquer au bout de la 3e fois. Quoi. C'est vrai, après moi j'ai pas un rapport bizarre avec la police. Ok. La première fois que je me suis fait contrôler, c'était en 2015 à Saint-Lazare, quartier où j'ai grandi en fait. Du coup, c'est un contrôle où ils arrivent. Position habituelle. Je ne connais pas ta position habituelle. Donc, c'est quoi la position habituelle? Oh non, mais tu respectes pas les injonctions. C'est quoi la position habituelle? Non, quand le mur écarté les jambes, je dis, gars, tu vas pas me contrôler à Saint-Lazare où j'ai grandi. Ça, c'est mon quartier, ça. C'est le jour où j'ai compris l'importance de je suis chez moi, en fait. J'ai dit au policier, j'ai grandi dans rue de Rome, 75 008 Paris. Ici, je suis chez moi. Je passe un coup de fil et tu verras que je suis dans mon quartier. Après, il y a 3 policiers, son collègue ici, il commençait à dire chez lui, alors que c'est un noir. Je dis, ça, c'est propos racistes, mais je ne vais pas prêter attention. Faites votre contrôle et après, je pars. Et j'étais avec un pote qui me dit, non, vas-y, au ton père, sinon on va finir au poste. Je dis, gars, moi, je passe 3 coups de fil, l'ambassade de mon pays, j'appelle mon oncle, j'appelle un pote. Son père était dans le pouvoir à l'époque, gouvernement Sarkozy. Il était à 2 pas. Je lui dis, je suis bien en contrôle, je mets le haut-parleur, et c'est fini. Mon pote, il a un nom américain sur Facebook. À l'époque, c'était Facebook, tu vois. Donc je fais sonner devant le policier, je dis, j'appelle des gens pour dire où je suis. Il me dit, comment tu sais ça? Je dis, ma soeur, elle est juriste. Tu fais un contrôle, je dois lui dire, je suis à tel endroit, je suis bien en contrôle, peut-être le commissariat. En fait, tous mes potes, j'avais toujours dit, pour avoir une stricte crédibilité, j'avais dit, on m'a déjà contrôlé, tu vois. Mais j'avais jamais suivi de contrôle. Du coup, le mec, en fait, avec qui j'étais, il me dit, on dirait que c'est son premier contrôle, mais il s'en fout, le mec. J'ai appelé les gars, j'ai appelé mon pote, son nom américain, le policier me dit, encore un rigolo sur Facebook, un américain en France, il va faire quoi? Je dis, son nom, c'est un nom américain, mais son nom français, si je te le dis, tu vas reculer d'un pas. Et c'est là, en fait, il m'a dit, mais vous avez toujours grandi là? Je dis, je suis arrivé en France en 2001, j'ai grandi ici, dans ce quartier, je suis chez moi. À l'époque, il n'y avait pas la gare routière qu'il y a aujourd'hui. Et le policier, c'était un des capitaines, il a dit, en fait, il est dans son quartier, il est en train de nous faire un rappel de l'histoire de son quartier.
On va pas essayer de le brutaliser, on va essayer de savoir déjà c'est qui tu vois. Il me contrôle, tac, tac, je vérifie, mon pote il décroche. Il me dit, bah si ça dure plus de 5 minutes, je débarque. Tu vois. Après, il était avec son père en train de manger. Donc son père, il dit, c'est ton pote là, il donne mon nom, il dit, ok, bah s'il y a un souci, j'arrive aussi. Le policier raccroche, il me dit, ouais, on a reconnu la voix, on sait c'est qui tu vois. Là, je dis, écoute, il faisait faire quoi? Il me contrôle, après je pars. Il me contrôle, j'avais pas mes papiers, je me baladais pas avec, je me fais pas contrôler. Il me dit, il n'a pas ses papiers, bloqué à la préfecture, mais il se balade librement parce qu'il est chez lui depuis 2001. Je lui dis, pourquoi je suis chez moi? Il dit, vous êtes là depuis 2001, mais vous êtes peut-être français. Je dis, mais je ne suis pas encore français. Mais le policier à la fin me dit, il a été courtois, poli. Le contrôle s'est bien passé. Mais je dis, par contre, mais ridiculisé devant les gens qui me connaissent à la gare de Saint-Lazare. Après, il y a eu d'autres contrôles où ça dérive. Je dis, déjà, c'est ça des contrôles qui dérivent. Mais après, moi, j'ai pas un rapport bizarre avec la police. Je sais qu'ils sont violents. Mais parfois, la police de Boulogne, ils m'ont jamais contrôlé, donc je sais pas. Et je sais que j'ai des potes qui ont eu des rapports bizarres avec la police. Et tu as des conseils à donner à celles et ceux qui seraient peut-être amenés à se faire contrôler régulièrement? Comment il faut agir quand on se fait contrôler pour que ça se passe bien? Parce que c'est une réalité, comment il faudrait agir? Quand tu te fais contrôler, c'est une question de mental. Parce qu'ils vont toujours te titiller en fait. À partir du moment où ils te titillent et que tu sens que tu peux craquer, c'est de te canaliser en fait. Parce qu'ils auront toujours raison. Même si tu as rien à te reprocher, il suffit que tu dises un mot ou tu te rebelles un peu. C'est pour ça que je dis que c'est complexe. C'est très complexe. Moi, je sais que j'ai déjà eu affaire à la BAC 95. Ils interpellaient un petit, je voulais intervenir. Il m'a dit, ouais, mais non, je dis, moi, je regarde. Mais j'ai juste envie de savoir où il va aller, parce que je vais appeler les gens pour qu'ils sortent. Tu me dis, mais vous êtes qui? Vous êtes militant? Vous êtes machin? Je ne suis pas militant, je suis juste un citoyen qui regarde la scène. Mais qui connaît quand même des gens dans les hautes sphères, c'est tout. Il m'a dit non, il m'a expliqué un peu le truc. Je me suis dit, mais c'est 4 bacs, vous avez besoin de le brutaliser comme ça. Après, il a calmé un peu ses potes. Mais après, je sais pas, mentalement. En fait, moi, je pars du principe que devant la police, j'obtempère. Mais par contre, je leur laisse un périmètre. 5 minutes, tu fais ton contrôle. Passé ça, je pars. Si au bout de 5 minutes, tu n'as rien à me reprocher, si tu me retiens, c'est que tu cherches autre chose. Et souvent, c'est ce qui se passe en fait. C'est pour ça que je dis, il faut pas avoir peur de la police. Mais il faut dire qu'il faut les éviter au max. Quand je suis dans le 93, je m'habille en jogging. Et quand je suis sur Paname, je suis habillé toujours pantalon, chemise pour éviter qu'ils me contrôlent. Parce que j'ai intégré le fait que s'ils me contrôlent à tel endroit, vu que je suis souvent là-bas, c'est pas bon pour moi. Tu vois. Parce que les gens, ils ont un imaginaire, mais on ça à penser, ouais, lui c'est un délinquant, ça m'intéresse pas. Tu vois. Il faut être fort mentalement parce qu'ils ont des phrases, des fois, qui vont te pousser à bout. Après le contrôle de Saint-Lazare, j'ai un autre contrôle à la bibliothèque François Mitterrand. Tu vois. Et ce jour-là, j'avais 2 téléphones. Il me dit, ah, les 2, c'est volé. Dans ma tête, j'ai envie d'insulter. Je dis, non, j'ai acheté avec mon argent, je travaille. Ok, pourquoi vous avez 2 téléphones? Je dis, bah, faites votre contrôle de police. Moi, je suis un peu pressé, monsieur. Donc, je redirige la conversation pour qu'on s'arrête pas de bêtises. Il a dit, ok, bah, ça prend un peu trop de temps. Ça prend du temps, on peut vous emmener au poste. Je dis, non, moi, j'ai une destination, je vais à ma destination. Si vous avez rien à me dire, je vais pas aller au poste. C'est du travail en fait de canalisation. Il faut se canaliser en fait. Parce que souvent il y a des policiers, ils n'ont pas de tact. Ils vont titiller pour que tu craques. Ouais, à chaque fois que tu craques, tu perds en fait. Ouais, c'est une réalité. À chaque fois que tu craques, tu perds. Tu perds face à eux. Ok. Quel conseil donnerais-tu à ces jeunes générations justement qui essaient de se déconstruire encore aujourd'hui par rapport au fait de redorer l'image de l'Afrique dans leur inconscient, dans leur imaginaire et aussi dans leur entreprise, dans leur plan futur? Quel conseil tu donnerais justement à cette jeune génération qui tend vers ce mouvement du panafricanisme? Je dirais que c'est difficile en fait, parce que quand tu te positionnes pour la cause noire, surtout en Europe, tu auras toujours des caricatures, c'est un pro-black. En fait, il faut être fort mentalement. Si tu n'es pas fort mentalement, c'est difficile. Mais après, je pars du principe que la jeunesse d'aujourd'hui, qui veut devenir ou se lancer dans le panafricanisme, doit déjà déconstruire l'imaginaire collectif qu'ils ont. Arrêter de penser que notre histoire c'est l'esclavage, la colonisation, mais partir sur la partie positive de notre histoire. Parce que les personnes face à qui on sera, ils nous ramènent toujours à l'esclavage, colonisation. Sauf qu'aujourd'hui on doit avoir un imaginaire collectif pour les enfants boosté de réalité noire. Après, quand tu te lances dans le panafricanisme, il faut être prêt à prendre des coups. Des fois tu peux avoir des commentaires qui ne vont pas aller dans ton sens. Du coup moi des fois quand des commentaires ne vont pas dans mon sens, j'essaie de reformuler avec la personne.
Si je vois qu'elle persiste dans sa bêtise, bah, je mets ok, chien, au revoir, je pars. C'est parce qu'en fait, quand tu te lances dans le panafricanisme, on te voit déjà comme un danger. Pourquoi aujourd'hui on dit que le LDN est raciste? Alors que les racistes, c'est les autres, c'est pas nous. Mais quand tu défends des noirs, on va essayer de pointer tous tes torts. J'ai de la chance de pas souvent utiliser mon Twitter. Et j'ai 2 Facebook, il y en a un avec mon vrai nom et l'autre c'est un Facebook, je peux écrire tout et n'importe quoi, il n'y a pas de photo. Parce qu'on a une écriture numérique qu'on laisse. Et quand tu laisses l'écriture numérique, quand tu te lances dans le panafricanisme, ils vont essayer de faire ressortir des antériorités qui vont peut-être te nuire. Moi j'écris un livre sur ma vie. Si tu as déjà l'opportunité de retracer tout ce que tu as fait de mauvais dans des récits, tu leur donneras pas la possibilité d'en parler en fait. C'est comme le clash entre Eminem et 8 Mile. Il parle d'abord de tous ses travers, ensuite bah, tu n'as plus rien à dire. Donc si c'est toi-même qui dévoile tes travers, c'est complexe. C'est pour ça que moi, donc mon livre, il y aura beaucoup de surprises. Donc c'est pour ça que les gens ils comprendront l'état d'esprit que j'ai actuellement. Parce que j'ai perdu ma mère, mon père, j'ai eu des moments de down, mais à chaque fois je suis revenu en fait. Wow. Et par rapport à ça, excuse-moi, c'est peut-être un scoop hein, que je demande là aujourd'hui, mais est-ce que tu as une période à annoncer par rapport à la sortie de ce livre-là? Nous, on est friands de ce genre d'informations. Pour l'instant, j'ai pas de période, mais c'est toujours en fait, je partais sur une autobiographie, mais mon mentor m'a dit t'es pas encore décédé. Okay. Donc du coup, je dois rechanger en récit plutôt. Okay. Je dois l'écrire pour que certaines personnes se disent que c'est possible. Parce que moi, quand je suis arrivé en Europe, on m'avait dit des longues études. J'ai fait les meilleures universités de France, mais enfin, un responsable de travail était plus diplômé que lui, mais il est caucasien. J'ai eu un responsable noir qui m'a donné ma chance, et une autre responsable arabe qui m'a donné ma chance. Ils n'avaient pas d'a priori. Pourtant, dans ce staff-là, quand je suis arrivé, on disait ouais, c'est un mec de 9 de I, B2O à longueur de journée, il parle que de rap. Mais des fois, on parlait de tennis, ils disaient il parle de tennis, il parle de rugby, mais bizarre. En fait, il parle de tout. Et du coup, les a priori tombent, et quand j'ai parlé avec ma responsable, elle avait fait Sorbonne. Donc on avait les mêmes références. Et après, le responsable noir, il avait ce côté où il disait on est à peu près pareil, mais en Afrique, on doit avoir des parents assez instruits ou assez aisés. Ça se reconnaît parce que quand vous avez le même cadre de référence, vous avez à peu près les mêmes valeurs, les mêmes modèles. Et du coup, on se reprenait vite. C'est pour ça que je dis que j'ai fait toutes ces longues études, mais à la fin, on va dire, tu es un juriste, machin, à la fin, tu travailles dans un job, rien à voir, tu vois. Le jour où je réactualise mon profil LinkedIn, je repars de mon taf, il me regarde chelou, il me dit ça, ouais, il a fait Sorbonne. Le regard, il change. Mais la personne reste la même. On arrivera à un stade où on devra baisser nos diplômes pour intégrer certains boulots. Alors qu'on nous dit qu'il faut avoir les plus gros diplômes. C'est compliqué. Tu mets un master, machin, on va dire trop qualifié. Tu mets en dessous, on va te prendre parce qu'on dit ah lui, il ne pourra pas remettre en cause les décisions. Et quand tu rentres, tu leur montres que tu es aussi fort que ça. Ils n'auront pas le choix que de te valider en fait. Ma responsable, elle m'avait dit, la dame arabe, elle m'avait dit comment ça se fait que tu n'es pas encore passé au statut que tu devais avoir? Je dis ben, j'ai un management différent. C'est plus toi. Parce que quand tu changes de management, tu dois t'habituer au nouveau manager. Et moi, je suis au travail, je fais du politiquement correct. Si je disais tout ce que je pense que dans tous les boulots où je t'ai fait, je ne serais pas resté. Parce qu'il y a des moments où tu dois être à l'aise dans ce que tu fais. Quand tu ne te sens plus à l'aise, il faut partir. Mais comme il y a la partie alimentaire, je ne peux pas te barrer en fait. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec ma femme. Créer nos propres structures, être nos propres boss. Pour avoir la liberté, ne pas dépendre des autres. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais je pars du principe qu'aujourd'hui en France, on doit valoriser l'autodidacte que les longs cursus scolaires qui servent strictement à rien. Moi je le dis, après on me dira il a fait Sorbonne, c'est pour ça qu'il dit ça. Et je dis non. Si ton fils est bon en couture, est bon en coiffure, est bon en massage, pourquoi tu vas le pousser à aller faire des longues études? Ça n'intéresse pas. Wow. Mais c'est la réalité, parce que regarde, moi je fais partie de ceux qui... J'ai des potes qui sont arrêtés en deuxième année parce qu'ils avaient mis des go en clog, tout ça, et la réalité les a rattrapés, ils sont les charbonnés. Ils ont fait des sales boulots, mais ils sont sortis pour payer l'enfant, les biberons, machin. Ils me disent, ouais, tu fais des longues études, j'aurais kiffé et tout. Gars, moi j'ai un pote, les plombiers gagnent mieux que moi. Ça veut dire. Nos parents, des immigrés en fait,
Ils pensaient qu'avoir des gros diplômes dans leur société, ça nous servira à quelque chose. Moi, je parle d'un cas que je n'ai pas connu. Ma mère, elle est médecin, mon père est ingénieur. Après, elle a fait la politique. Du coup, je fais partie des gens qui sont censés avoir des longues études. Chez moi, ils sont tous surdiplômés. Moi, j'arrêtais un master 1, parce que ça me saoulait, j'ai arrêté. Et quand j'arrête l'école, je sais que j'avais un prof, j'avais dit en première année, j'avais dit à ce prof-là, le jour où j'arrête l'école, je partirai comme le président français qui a dit au revoir les Français. Mais ce gars-là me dit, tu pourras jamais arriver en master. Le jour où il prend en master, il me dit, mais franchement, il a réussi à le faire. Je dis, ouais, mais là, j'ai mon master, je me barre. Ben, j'ai fait le master 2, j'ai dit, au revoir les Français. Il m'a dit, ah ouais, il avait vraiment dit qu'il allait le faire, il a fait. Parce qu'en fait, on nous dit, va à l'école et les diplômes. Tu as les diplômes, tu trouves des petits boulots. Moi, quel message passe à la jeunesse? Faites des master 2. Non. Je dis, si tu as des qualités que tu peux développer, le développement business, fais-le. Mais après, essaie de t'instruire par toi-même. En fait, on n'est pas obligé d'aller à l'école, en fait. Oh. Le système nous conditionne à aller à l'école, mais on n'est pas obligé d'aller à l'école. Une personne, moi, je connais un gars qui coiffe. Et dans sa famille, il devait faire des longues études. Il a fait des longues études, mais aujourd'hui, il est coiffeur. Il gagne sa vie avec la coiffure. Il aurait pu le faire avant, mais il n'a pas fait parce qu'il devait faire plaisir à ses parents. Parce que dans sa famille, si tu arrêtais l'école, papa, il allait devenir fou, il allait péter les plombs. Donc tu vas jusqu'à loin, et dans ta tête, tu dis, ouais, c'est la coiffure qui m'intéresse. Et quel conseil tu donnes justement à toutes ces... Parce qu'il y en a des millions, hein, des étudiants dans ce cas-là, par rapport à leur famille, etc. Là, aujourd'hui, tu leur dis pas d'arrêter l'école, mais quel conseil tu leur donnes par rapport justement à cette relation avec leurs parents? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent au clash, ou est-ce qu'il faut qu'ils continuent de faire les études, qui justement s'imprègnent du chemin par rapport à ce système? Comment on doit agir selon toi? Pour pas aller au clash, il faut essayer d'écouter les parents, mais il faudrait que les parents plutôt se fassent violence. D'essayer d'écouter les envies de leur enfant. Pas dire à l'enfant, il te dit, ton fils dit, papa, je vais créer une banque. Non, c'est utopique. Mais il te dit, ouais, papa, moi j'aime bien le foot. Je pense être bon. Son père a dit, on va à l'école. Ok, il va à l'école. Mais si son père va regarder, il voit qu'il est bon au foot. Ben, déjà, va faire l'école et le foot. Mais il ne fait pas que le foot. Tu allies les deux. On a eu des parents, quand tu dis ça, ils disent, arrête, va faire l'école, le foot, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que Despo, c'est un rappeur que j'apprécie beaucoup, qui dit, quand les parents ont vu le salaire de Zidane, ils sont devenus barges. À l'époque, ils ne voulaient pas le foot. Quand ils ont vu le salaire de Zidane, ils ont dit, ah ouais, on aurait pu aller au foot. C'est lui, dans sa tête, il se questionne. C'est quelqu'un qui est dans la psychologie. Il se pose beaucoup de questions sur les noirs, Despo. Du coup, moi, j'ai grandi avec Despo en France. Le premier noir qu'on a vu, c'était Téléfoot. C'est lui qui le dit. Quand il est arrivé, il avait un accent sauté de sa gueule. L'école, ça ne le parlait pas, il a essayé. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes, tu lis ses livres, tu dis, ce gars-là, il parle à l'école, mais il arrive à écrire comme ça. La littérature, du coup, j'insiste là-dessus, la littérature, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, mais un noir, dans l'idéal, doit avoir sa bibliothèque noire. Pour que ta réalité colle à la tienne. François Fanon, quand tu le lis, ça nous parle. Quand tu lis Aimé Césaire, ça te parle. Quand tu lis Marcus Garvey, c'est notre réalité. Mais moi, j'ai lu un livre de Rousseau, 300 pages, Confession, c'est de l'AD. Ça ne me parlait pas, j'étais obligé de le lire pour avoir des bonnes notes. Ça ne me parlait pas. C'est important que les Noirs se construisent. On ne dit pas qu'on va lire que des auteurs noirs. Il faut lire aussi les autres auteurs pour avoir leur vision, leur pensée, comment ils réfléchissent. Mais il faut qu'on se focalise sur nos bibliothèques noires. Te bâtir en main et te dire, bah, chaque semaine ou chaque mois, je m'achète 2 livres d'auteurs noirs. Parce que si Hakim écrit un livre, ça va plus me parler que si Pierre-Paul Jacques écrit un livre. Ça ne me parle pas. Mais ça, en fait, quand on est petit, on ne le réalise pas. C'est comme aujourd'hui mettre un livre, on dit que Toussaint Louverture a battu Napoléon, que les pyramides, c'est des Noirs. Les 9 brevets, c'est des Noirs. On met ça à l'école, et tous les enfants noirs, ils vont marcher sur les autres. Parce que leur estime va augmenter, en fait. Mais quand on va te dire Napoléon, c'était un grand monsieur, donc tu vas être fasciné par Napoléon. Moi, j'avais un pote qui me sortait de rhétorique quand on était au lycée à la fac. C'est un caucasien, il disait Charles Quint a stoppé les Arabes à Poitiers. Tu vois, c'est resté même dans la tête, puisqu'il nous sortait tout le temps ça. Quand il parlait avec un pote arabe, il disait, ouais, vos invasions en Espagne, vous avez laissé des vestiges là-bas. Mais en France, Charles Quint vous a stoppé net à Poitiers. On a grandi avec ça te fait rire, on a grandi avec ça. Ouais. Tu te rends compte que Charles Quint, c'était un guignol, c'était un gus. Mais lui, comme dans son imaginaire, c'était fort, il se clashait avec nos potes rebeux quand il disait ça. Ils avaient grave le seum, tu vois. Mais lui, ça lui a donné du boost. Tu vois, ouais, c'est une réalité, c'est-à-dire que lui, en fait, il s'est senti... Il croit, c'est incroyable. Son imaginaire. Et mon pote, c'était un Algérien. Tu sais, le tempérament algérien. Quand il disait ça, il essayait de monter, les gars, il t'a stoppé à Poitiers. Tu
Je parle. Mais à l'époque, on n'avait pas d'argumentaire. Ouais. Aujourd'hui, quand je dis ça, j'ai dit Napoléon s'est fait battre par tout ça, l'ouverture, tu vas me raconter quoi? Ça change l'imaginaire. Du coup, le rapport de force n'est plus le même. Mais quand l'enfant noir n'a pas cet argumentaire, il est forcément vulnérable. Tu vois, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis tout ça, c'est des mécanismes qu'ils ont mis en place pour nous montrer qu'on est inférieur. Mais ils ne vont pas te le dire que c'est du Et c'est racisme. ça, et c'est important de noter en fait que ce n'est pas se victimiser que de citer des faits. Parce que quand tu dis ça, Ouais. quand tu dis ça, c'est pas de la victimisation, c'est C'est factuel. la réalité, c'est factuel. Tout ça, en fait, ça conditionne la perception de l'avenir. Moi, tous mes potes, comme ils sortaient, je dis, mais l'histoire de la France, j'en ai rien à cirer, je suis pas allé en France, frère. J'ai dû apprendre sur le tard. Mais même mon histoire, je vous battais, en fait. Je faisais du par cœur, mais ça me parlait pas. Mais quand tu me parles d'histoire de l'Afrique, je te sors. Moi, mon pote, j'ai un pote caucasien qui est en Colombie, il me dit clairement, faut qu'on passe plus de temps sur l'histoire des Noirs. J'ai envie d'apprendre. Parce qu'il connaît pas, quand je dis on fait un débat, il dit tout sauf l'histoire des Noirs. Parce qu'il sait qu'il a des lacunes sur ça. Mais même sur son histoire, je peux le battre. Il a quelques brives. Mais nous, en fait, le Noir a passé son temps à apprendre l'histoire des autres au lieu d'apprendre sa propre histoire. Fact. Du coup, on va sortir oui, Bonaparte, Louis XIV, tout ça, là, quand on me dit, je connais pas. Et il y a une fille qui me dit, ouais, mais à l'époque, tout ça, là, c'était à l'école. Quand je suis sorti, je suis arrivé à la fac, j'ai effacé tout ça de ma tête. J'ai dit, allez, salut, ça m'intéresse pas. Parce qu'à la fac, tu arrives au moment où tu réfléchis. Alors qu'avant, tu fais du par cœur. Et comme on nous a bourré avec tout ça, on croyait que ces références-là, il y a des gens qui vont sortir, ouais, mais Jeanne d'Arc, elle avait fait ça. Je dis, ok, Jeanne d'Arc, moi, je sais que c'était une femme qui avait battu les Anglais, mais après, je connais pas l'histoire. À l'époque où j'étais au lycée, je connaissais l'histoire. Maintenant, c'est évacué parce que ma réalité est différente. Il faut que tous ces jeunes-là se disent déjà, j'ai une bibliothèque noire, mais je continue à lire les livres des autres, parce qu'à l'école, on ne va pas te faire lire des livres des noirs. Mais il faudrait que quand même, quand tu argumentes même en histoire, avoir des références noires, si tu les rajoutes, entre guillemets, le prof va dire, il a fait des recherches. Là, ça peut même être bénéfique dans les copies. Bien sûr, sauf si tu as un prof un peu... Ouais. Là, c'est autre chose. Mais après, moi, je sais qu'en histoire, quand je n'étais pas d'accord, je disais 10 styles. Et mes profs, ils laissaient passer. Ouais, c'est une manière de rester dans les clous. Faut essayer de jouer leur jeu et il faut être malin, en fait. C'est pour ça que je dis L'Art de la guerre est un très beau livre. Parce que quand je suis arrivé sur le plateau de CNews, c'était d'abord les battre par leurs propres mots avant tout. D'où j'avais assisté de définir le racisme. Quand j'entends M. Jean Terlier dire que c'est une association raciste, est-ce qu'il pourrait me définir le racisme, s'il vous plaît? Écoutez, monsieur, Parce que j'aime bien, c'est bien de dire que c'est raciste, mais définissez-moi le mot racisme, s'il vous plaît. écoutez, on n'est pas à l'école et je ne répondrai pas à votre question. Je vous renvoie vers les... Comme il a refusé, je dis je vais vous apporter une définition. Et là où je le ridiculise, j'ai dit c'est un mot français, le racisme. Et je définis. Et là mon pote caucasien m'a dit quelle enflure. Il rappelle que c'est un mot de chez nous. Et en plus il redéfinit et fait valider par un autre caucasien. Je dis à partir de ce moment-là, quand ils ont validé, j'étais déjà sûr de ce que j'allais dire après. Quand il me dit oui, mais ça doit vous faire bizarre d'avoir un plateau de télé où il n'y a que des hommes blancs. J'ai baissé la tête, j'ai rigolé, j'ai évacué, j'ai dit lui il a essayé mais c'est passé. Bon, en vrai j'aurais pu dire mais excusez-moi, on est en France, vous êtes majoritaire. C'est quoi la suite de votre question? J'ai dit c'est une perte de temps. Ouais, t'étais passé au-delà de ça. Il m'aurait déstabilisé sur ce que j'allais dire par la suite. Ensuite, c'est comme on parle de racisme, il te ramène l'antisémitisme pour évacuer le racisme. Parce qu'il dit il ne va pas se mouiller sur l'antisémitisme parce qu'on va lui tomber dessus. C'est que je dis en fait vous banalisez la cause. Parlez d'antisémitisme alors on parle de racisme. Du coup je l'ai remis sur le racisme. Et c'était ça le fil conducteur jusqu'à la fin. C'est pour ça que quand Morandini me dit c'est du anti-racisme, j'ai dit pourquoi vous rajoutez anti en fait? C'est antinomique. Anti pourquoi? Racisme blanc. Il m'a dit mais ils combattent, ils sont anti-racisme. J'ai dit non, la LDNA lutte contre le racisme. Enfin, il n'y a pas de anti. C'est comme racisme anti-blanc. Et c'est quand j'ai commencé à expliquer racisme anti-blanc, il a dit c'est trop intelligent. Et là il a compris que aujourd'hui quoi qu'il fasse, ils n'allaient pas me déstabiliser. C'est pour ça après, j'essaie de revenir, ils m'ont coupé le micro. J'ai dit c'est pas grave, moi j'ai dit ce que j'avais à dire et je suis parti. Et tu t'es très 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 bien débrouillé encore une fois. Non, il faut du calme et savoir utiliser les bons mots en fait. Parce que la langue française elle est complexe. Quand il me dit pensez quoi de la mort des militaires maliens, on m'a dit, je dis en fait ça c'est les propos de Gucci. Mais il réinsiste pour se dire s'il se trouve là,
On l'a direct. Du coup, je dis, bah, en fait, tous les morts comptent, surtout s'ils sont morts pour l'intérêt de la France au Mali. L'intérêt de la France, c'est l'intérêt économique. Ils ont rien à faire au Mali. Ça, elle n'a pas déchiffré, elle s'est dit, putain, elle n'a pas répondu, je vais essayer de revenir sur autre chose. C'est déjà en fait qu'ils n'étaient pas venus débattre. Ils étaient venus pour contrer, essayer de me couler. Et à la fin, quand on coupe, le journaliste avec qui je parlais m'a dit, bah, on aura besoin de vous, mais franchement, j'ai apprécié l'échange. C'est pour dire, en fait, Sodi, c'est pas un clown qu'on va prendre, on va balancer de gauche à droite. Ah, c'est-à-dire qu'en off, quand même, ils te respectent, les gars. Mais là, ils sont en train de me respecter, parce que j'ai dit aux gars, à la fin, ils doivent aller ouvrir des livres. Parce que Gobineau et Colbert, sur le racisme, si tu le cites, et que tu parles de l'inégalité de race, qui est un livre écrit par un auteur caucasien, qui met dedans dans le livre que le noir est inférieur à toutes les autres races, ils ne peuvent pas dire le contraire. C'est un livre de chez eux. C'est comme si j'étais venu, je dis, Thomas Sankara a écrit un livre sur le racisme. Oui. C'est un auteur de chez vous. Si tu le connais, tu acceptes d'office que le racisme existe. Mais le fait qu'ils aient omis, mais je pense que Morandini n'a pas omis, il ne connaît pas Gobineau. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais à un pote, il n'y a plus de tête dans les médias français en fait. On nous a mis que des bus. Moi, je respectais PPDA, Claire Chazal, Bruno Mazur, il y avait des Audrey Pulvar. Ah, le reste, la Pix, de la housse, il présentait CETA8, sinon il présentait Zone Interdite, Et il n'y a plus de journalistes en France. À partir du moment où je vais dans un plateau télé actuellement, je ne me dis pas, il y a un mec qui va me contrer. Bah, à l'époque, le PPDA, j'aurais réfléchi à 2 fois. On me dit, ouais, va chez PPDA, j'aurais dit, ok, je vais faire des fiches. Mais là, je suis Morandini. Ah non, c'est pas pour dénigrer, ils font du buzz, mais c'est pas un mec, s'il me ramène sur un débat, il va pas tenir. Sauf s'il me sort un sujet sur la Lune. Et là, je lui dirais, bah, ça, je connais pas, je ne réponds pas. C'est comme quand il me dit, on ne parle pas des absents. J'ai parlé de Charlotte Dornelas. Ouais, j'avais parlé à l'heure de pro en disant que le LDNA, ils valent rien. J'avais suivi l'émission avant de passer. Donc je rebondis sur son nom parce que je savais qu'ils allaient m'interroger sur Gucci. Donc quand je rebondis sur elle, pas de bol, il me dit on ne parle pas des absents. Du coup, je dis, bah, pour répondre à votre monsieur, Gucci n'est pas là, je ne peux pas répondre de l'absent. Car où ils ne peuvent plus revenir. Et c'est là, en fait, je vois que Morandini se décompose déjà. Il se dit, mais en fait, tout ce qu'on essaie d'emmener, il est en train de bouton touche. Et je dis, on parle de moi, on ne parle pas de Gucci. Si vous voulez parler de la LDNA, vous les invitez alors. Et là, il a compris, en fait, qu'il n'y aura pas de possibilité de le faire sombrer, en fait. Et quand j'ai commencé vraiment à lui expliquer les différences entre salle blanche et salle noire, elle a dit, trop intelligent pour moi, j'ai du mal à comprendre. Mais du coup, on va laisser Magozin, il va devoir nous quitter. Tu as le contrôle, mais si je suis sur le plateau, tu ne pourras pas couper mon micro. Je lui dis, très bien, moi je m'en vais, mais je tenais à dire que sur cette partie-là, vous n'avez pas compris. Il faudra peut-être faire des recherches pour comprendre la prochaine fois. Puis je pars. Mais comme tu es sur Skype, c'est eux qui ont le contrôle. Soit ils coupent le micro et c'est fini. Mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. Après, je me dis, mon monteur, il m'a appelé, il dit, je suis venu à l'émission, je tombe sur toi, je ne savais même pas que tu allais passer, je suis au bled. Il m'a dit, exceptionnel, mais fais attention à toi. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, ouais, ils vont te rechercher, j'habite en Belgique. S'ils viennent ici, moi j'ai mes 4 Belgiques, on va les accueillir. Tous mes potes d'enfants vivent en Belgique. En fait, dans l'idéal, j'aurais dû vivre en Belgique, mais j'aimais pas quand j'étais petit. C'est pour ça que je suis allé en France. Et après, bref, faut dire, en fait, les choses, en fait, sans heurter les autres. Ça, c'est le plus... Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, le moment où il dit, il n'y a que des blancs, j'aurais insulté. Je dis, en fait, si j'insulte, tout mon discours, il tombe à l'eau. C'est ça. Et moi, les gens qui me connaissent, mes potes sur mon groupe WhatsApp, quand ils m'ont vu baisser la tête, ils ont dit, il ne va pas répondre, il va passer à autre chose, il va continuer en fait. C'est comme un pote qui m'énerve dans le groupe, je vais commenter avec 3 petits points, et je repasse sur un autre sujet. Et ils savent que si je fais ça, je ne vais pas revenir, parce qu'ils savent qu'il est en train de m'énerver, mais si on part, on va se clasher. En fait, j'évite en fait le conflit. C'est comme ça, pour éviter les conflits, on les évite parce que sans la charge émotionnelle, il n'y a pas de conflit. Wow. Bah, c'est ça en fait. Et ça, c'est un cours que j'ai fait, c'est un cours sur comportement et attitude. C'est des formations annexes. Aujourd'hui, celui qui cède dans un conflit, il a perdu le conflit. Sauf que dans la réalité, dans l'inconscient, on pense que celui qui va le défoncer lors d'un conflit, il a gagné. Celui qui va dire, bah, moi, je n'ai pas envie de me battre, je rentre chez moi. La société va dire, c'est un trouillard. Mais lui, en fait, il a gagné parce qu'il n'a pas cédé à sa charge émotionnelle. Parce qu'ils disent, peut-être, c'est un pote. Si on se bat là, ça peut-être nuire notre relation. J'ai un pote égyptien marocain. On fait des débats sur l'Afrique, les pyramides. À chaque fois, on n'est pas d'accord. Et il me dit, ouais, t'es trop extrémiste. Et dès que je sens qu'ils montent trop, je passe à autre chose. C'est pas grave, je pense que c'est les Égyptiens. Et mon pote caucasien, il dit, je sais que t'as pas voulu le froisser en fait. Il y a 7-10 ans,
Quand on était jeune, s'il faisait ça, j'allais au clash. Ça se travaille avec l'âge. Même lui, il sait que même si on se prend la tête, on va toujours se reparler parce qu'on est passé au-delà. Et tout ça aussi, ça se travaille avec l'âge. J'ai eu des formations. J'ai eu une formation de 6 mois, comportement attitude. Ok. Un mec qui te disait, quand tu arrives, c'est quoi ton humeur du matin? Qu'est-ce que tu fais en général? Tu vois. Par exemple, il te disait, si tu perds ton téléphone, est-ce que tu le retrouves ou tu ne le retrouves pas? Si tu perds tes clés, comment tu fais pour retrouver? Les gens qui sont méthodiques, téléphone, gauche, toujours à gauche. S'il se lève, il va vérifier là. Mais celui qui ne sait pas, il pose son téléphone. Quand il se lève, il se dit, je ne sais plus, je l'ai mis. Moi, quand je perds quelque chose, je me refais le film de la journée, en fait. Le matin, quand je me lève, je brosse les dents. Ensuite, je vais aux toilettes, je pisse. Après, je sais quoi, je fais des pompes. C'est méthodique. On n'a pas tous ce sang-froid pour revenir justement sur sa journée. Il faut un background derrière. C'est méthodique. Oh. En fait, chaque action que tu fais le matin, tu dois le répéter plusieurs fois. Moi, j'arrive jamais en retard au taf. Parce que quand j'ai travaillé chez Free à une époque, on avait un pointage. Avec 1 minute de retard, tu avais un mail le lendemain de la RH. J'ai été conditionné à arriver à l'heure. Tous les boulots que j'ai fait après, c'était toujours, j'arrive 45 minutes avant, j'ai le temps de lire mes mails. Du coup, ça te conditionne parce que pour te lever comme ça, arriver tôt, je prends du café le matin. Donc je me lève quand je travaillais en présentiel, souvent, je me levais par exemple à 5h30 pour faire des pompes, prendre mon café, me doucher. Mes vêtements, je prépare la veille. Je repasse le soir pour le lendemain. Et du coup, quand je sors, je sais que j'ai un bus à telle heure. Si je rate celui-là, j'ai un deuxième à telle heure. Tout ça, tu planifies comme à l'armée, tu vois. Mais après, si tu le fais au bout de 6 mois, ça devient méthodique. Des fois, je peux dormir à 3h, à 5h30, je me lève. C'est des conditionnements. C'est pour ça que si je perds quelque chose, je sais que là, normalement, j'ai un bracelet ici africain, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Parce que je suis sorti, parce que madame me stressait un peu par vite, je suis sorti, je n'ai pas pris. Mais j'ai ma montre toujours. Et du coup, je sais ce que j'ai dans mes poches. Parce que j'organise les choses. Mais tout ça, c'est dans le livre, tu vois. Parce que j'ai une phase où j'ai été hospitalisé, c'est suite à ça que ça a été conditionné, tu vois. Parce que quand tu es hospitalisé, on te réapprend la vie. On te fait manger à 6h, on te lève le matin, tu manges à midi, tu prends un goûter à 15h. On repart au stade comme si on est des gosses. Et ça te permettra, quand tu ressors dans la vie active, à réorganiser ta vie, en fait. Nos femmes noires et arabes qui travaillent dans les hôpitaux, c'est des deuxièmes mamans, en fait. Parce qu'elles s'occupent de nous dans les hôpitaux comme si on était leurs gosses. Alors qu'elles ne sont pas obligées de le faire. Et pendant la Covid, on a applaudir à 20h. Et après, on les a gazés. Bref, l'histoire est un peu bizarre. Et tous ces passages-là m'ont conditionné pour la suite. Et ceux qui liront mon livre comprendront pourquoi je suis celui que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai eu des étapes de ma vie où j'aurais même pu sombrer totalement et pas revenir. Et j'ai un pote qui est au Canada qui me dit toujours quand t'es pas bien, je suis pas bien. On n'est pas de la même famille. Hein. Ouais. C'est un pote que j'ai connu en Europe. Tu vois. Quand j'étais en galère, il était là. Tu vois. Il a toujours été là. Tu vois. Et ce gars-là, j'ai vu pleurer quand on m'hospitalisait. Alors que j'ai jamais vu pleurer. C'est pour dire que tous ces événements-là te conditionnent pour la suite de ta vie. Quand je suis sorti de l'hospitalisation, je portais des lunettes. Je pensais que c'était suite à l'hospitalisation, mais mon pote là, avec le Canada m'a dit que je portais déjà des lunettes à la fac en 2009. Tu vois, c'est parce que quand tu crées des émotions communes avec une personne, quand tu es en difficulté, il est au Canada, hein, mais si on lui dit j'ai un souci en Belgique, il va venir. Avant que je me marie, il m'a dit je viendrai peut-être pas au mariage, mais une semaine avant le mariage, il est venu même en Belgique. J'étais en France et on est venu en Belgique avec lui en voiture. Il m'a dit de voir sa cousine en Belgique et il n'était jamais venu en Belgique avant. Parce que la connexion, même s'il est loin, on est quand même très connecté parce qu'on sait que du fait que j'ai pas grandi avec ma maman, j'étais souvent chez sa maman. Et sa maman me prenait comme ses fils. Et du coup, en fait, il y a tous ces liens-là qui font que même ceux qui ont grandi sans leurs parents, ils peuvent avoir des modèles annexes. Moi, j'ai eu mes tantes, mais pour la figure paternelle, j'avais le père d'un pote, ou sinon j'avais mes oncles. Mais j'essaie de voir des modèles, tu vois. Le problème, c'est que les Noirs, en France, on n'a pas de modèle. Je sers un modèle policier qui est mis ses barres, oui. À part lui qui devrait. C'est compliqué. Féminin, Rokhaya Diallo, Assa Traoré. Il y a beaucoup de sœurs et frères qui sont pas peut-être visibles médiatiquement, qui font des choses. Mais si eux, ils se mettent en avant, il y aura peut-être plus de références. Mais le problème, c'est que les autres ont des modèles, nous, on n'a pas de modèle. Et du coup, ça nuit un peu à notre construction pour le collectif. Quand je passe à CNews et que je vois des gens qui s'abonnent à ma page, alors c'est des gens qui voyaient mes contenus sur YouTube.
mais venez pas. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je dis qu'on a un trauma, c'est la validation de l'autre. On va pousser les autres à venir te voir. Waouh, mais c'est profond ce que tu dis là. C'est-à-dire que quand tu faisais les mêmes contenus sur une chaîne justement qui met en avant les afros. Toi, tu me suis, on se suit. Ouais. Je parle souvent de racisme. Ouais. Et quand il y a un acte raciste, j'insiste sur les mots. Et bizarrement, le sujet sur lequel je passe sur un média français, c'est le racisme. Ce qui veut dire que sans sa galoche, je ne serais pas passé. Mais si mes contenus sur le racisme étaient mis en avant sur tous les réseaux Instagram, ils auraient dit bah, Kémy Séba, il n'est pas là. Mais il y a peut-être son numéro 2 de Kémy Séba, il est souvent en Europe, mais en ce moment il est en Afrique. Bah, si on veut prendre quelqu'un pour parler, on peut voir Magoza qui peut parler de ça parce qu'il est à l'aise. Mais les gens ne vont pas le faire. Mais quand je passe là-bas, ils vont dire ah, en fait, c'est un noir qu'on suit peut-être sur Instagram ou qu'on ne suivait pas. Et comme je suis passé sur Bital, qui sur YouTube, Ouais. du coup, quand j'ai commenté, je les ai tagués, ils m'ont dit bah, ok, bon, on va reposter sa vidéo. Mais quand on reposte, les gens ils s'intéressent. Il y a une personne qui est venue dire ah, la raciste incident n'existe pas. J'ai dit va voir mon live Instagram, c'est en IGTV, j'ai parlé de ça, on a détaillé dans ce live-là, j'ai donné tous les exemples. C'est pour dire qu'on a toujours ce traumatisme de l'approbation du blanc pour que les autres noirs adhèrent. C'est comme quand tu dis à un noir, les pyramides c'est les noirs, il va dire non. Si un blanc le dit, il va dire oui, c'est vrai. Simple. C'est ça en fait. Merci à toi, Magoza. Merci à toi vraiment, vraiment pour tout le temps que tu m'as accordé, pour toute la valeur que tu nous as apportée, que ce soit à moi, aux équipes qui sont présentes ce soir et à celles et ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube. Franchement, je te dis merci. Merci et je te souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit sur Instagram, que ce soit à la télé et pour tous tes projets, la fondation au pays. Et puis voilà, en espérant te revoir très très bientôt. Non, merci à vous. Après, moi je te dis, je suis disponible. Le but c'est d'avoir ce genre d'échange avec des jeunes de notre communauté. C'est les mêmes émissions qu'on voit à la télé, mais nous-mêmes aussi on peut les faire aujourd'hui. Enfin, cette émission, ça me rappelle un peu la dernière interview d'Anelka avec la journaliste de B1. Bein Sport. Ouais. Je regarde même plus les chaînes. C'est pareil en fait, c'est qu'on peut le faire nous-mêmes alors qu'avant c'était pas possible. C'est pour ça que j'ai apprécié, pas de souci, tant que je suis en Europe, tant que je suis en vie, si on peut refaire ce genre d'émission, pourquoi pas. Fort.